Salut, comment ça va? Est-ce que vous êtes prêts à abolir la famille ce soir? Alors on va faire un petit tuto. Quand vous sortirez de ce stream, vous saurez exactement comment faire pour abolir votre famille. Je crois que c'est ça le plan, c'est ça? Bah ouais. C'est le programme. La voilà. base. C'est... Avec du coup Morgane, experte en destruction de famille. À fond. On fait le deuil de la mère avec Merteuil. Exactement. J'espère bien. Voilà. Supplément psychanalyse, voilà, comme ça vous saurez c'est quoi vos problèmes avec vos mères, parce que c'est toujours la faute des mères. Non mais voilà, on va revenir un petit peu sur le débat qu'il y a eu cette semaine, qui continue un petit peu, mais là ça commence un peu à se calmer, mais justement c'est parfait, ça commence à se calmer, du coup on peut commencer à en discuter sérieusement. Le débat sur voilà la famille, abolir la famille, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Ouria... Toutes leurs idées. Du coup, à la fin, on sera plus hétéro ou c'est comment? Ah, grande question. Nous, on voulait faire cette discussion-là après le grand débat. Le grand débat qui est sur Twitter. De est-ce qu'Ouria Boutelja a le droit de choisir sa famille plutôt que les blancs? qui nous a donné envie d'en discuter, quoi. Ouais. Donc c'est l'occasion de faire, parce qu'on a déjà fait une discussion un peu avec Wissam sur le sujet où c'était plus une défense de la famille. Ouais, un peu en vrai. Hein. Du coup, là, on va compenser. Là, on est en non-mixité homosexuelle, Raz et moi. Bon, du coup, tu es bienvenue dans la mixité choisie, du coup. Mais du coup, revenir aussi un peu plus sur... parce que moi, quand même, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de buzzwords un peu théoriques qui ont été balancés, mais sans vraiment rentrer dans la substance et dans concrètement, bon, de quoi on parle quand on parle de toutes ces théories, l'abolition, c'est quoi les critiques queer, c'est quoi les critiques féministes, y compris les critiques marxistes, féministes ou pas, à la famille, etc. Enfin bref, et un peu comment, voilà, revenir un peu concrètement sur de quoi on parle quand on dit que la famille c'est pas bien et quelle est la voie d'émancipation, globalement, c'est ça le programme. Et on va aussi répondre à vos questions, évidemment. Bien sûr, le chat. Mais déjà, toi, tu avais vu un peu le débat là, sur la famille. Est-ce qu'on peut être de gauche et comprendre la vie de la famille, qui est parfois un refuge, notamment pour les gens qui prennent le plus cher en France? Toi, t'en penses quoi? Oui, on peut évidemment, mais parce qu'en fait, on peut reconnaître que la famille, c'est aussi un lieu d'amour déjà. Ah, tiens. Mais tu sais que là, déjà... Non, mais attends. Alors là, attention, les violences intrafamiliales, j'ai des statistiques. Ouais, non, mais bien sûr. Poser la question de la famille, c'est poser la question de l'hétérosexualité, finalement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend par la famille, c'est la famille nucléaire, hétérosexuelle, ou homosexuelle, mais hétérosexuelle mentale. Oui, hétéronormée, quoi. Et du coup, on comprend que c'est pas un truc comme ça, une idée. Enfin, la famille, c'est pas une idée, c'est une réalisation. Donc, quelle réalisation dans quelle société? Qui défend quels intérêts? Qui incarne quelles contradictions? Donc, déjà, de quoi on parle? Et en fait, la famille, on se rend compte que c'est un lieu de plein de contradictions. Donc, ça sert à rien de prétendre faire des takes ultra radicales parce que, en fait, c'est le lieu de contradictions. Et comme tout le temps dans le capitalisme, on se débat un peu comme on peut avec ces contradictions. Et parfois, on choisit. Et en fait, on peut pas juste rester le cul entre deux chaises. Des fois, on fait des choix. Et moi, je crois que quand Ouria elle dit aussi j'appartiens à ma famille, etc., il y a quelque chose de très un constat, en fait. C'est pas appartenez, revendiquez-vous de votre famille. Oui, c'est pas une injonction. Elle fait un constat. Et il me semble aussi qu'elle choisit un camp. C'est ça qui déplaît. Parce que ce qui vient juste après, c'est la manière dont la Blanchité a voulu veut l'arracher à sa famille, veut qu'elle quitte sa famille pour rejoindre la Blanchité. Donc, faut aussi comprendre que quand Ouria dit la famille, elle parle de la famille comme camp politique, comme parti. Je prends le parti de ma famille contre la Blanchité qui veut m'en arracher. Ce qui est marrant dans le texte, parce qu'ils ont mis des screens du texte pour montrer à quel point c'était Christine Boutin, une rétrograde pro-famille. Et dans le texte, t'as qu'un lexique de la menotte, de la cicatrice. On l'a relu avant. Tu vois, tu sais, genre, c'est que... Est-ce qu'on peut le relire, là, le passage? Ah, si tu veux. Donc, c'est dans le passage « Nous, les femmes indigènes ». Donc, tous les gens qui sont pas sûrs, là, parce qu'évidemment, tout le monde a vu ça, mais il faut comprendre comment ça arrive. Je vais passer le moment où il faut lire en arabe parce que je vais me ridiculiser. Sur ma cuisse droite, 3 marques faites au rasoir et recouvertes de colle pour sécher le sang. C'est un rite patriarcal qui s'empare de ton corps, qui l'enchaîne à la lignée des ancêtres. Ma grand-mère paternelle approuve, je lui appartiens. Ma grand-mère maternelle approuve, je lui appartiens. Mes grands-pères tombés martyrs approuvent. Je leur appartiens. Mon père approuve, je lui appartiens. Ma mère, je n'en parle même pas. C'est elle qui m'a enfilé les menottes. Je lui appartiens. Le sang a séché. La cicatrice sera indélébile. J'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l'Algérie, à l'islam. J'appartiens à mon histoire et si Dieu veut, j'appartiendrai à ma descendance. La voix. C'est ignoble. La France est très forte. Elle a déclaré la guerre à mes parents. La bataille est rude. Elle veut leur arracher mon corps, le coloniser. Elle est vorace. Elle me veut tout entière.
Ce sont des barbares. Elle hurle, je l'entends partout. Ce sont des barbares. Mais la cicatrice ne s'efface pas. Mes ancêtres ont remporté la partie. Bon, ben voilà. Moi, Enfin, je veux dire, c'est... Il n'y a pas de... Enfin, je comprends pas comment ça débat. C'est impossible. Alors, non, mais il y a une part d'angoisse que je vois. C'est l'angoisse un peu révolution iranienne. C'est bon, qu'est-ce qui fait la différence entre ça et Christine Boutin? Parce que le discours de l'extrême droite catholique, c'est la famille comme refuge face à la République, face aussi parfois à la modernité, avec une certaine vision réactionnaire de la modernité. Le texte, c'est dans etc. Le blanc, les juifs et nous. Ouais, les blancs, les juifs et nous. à la fabrique. Je pense que l'angoisse de certains, c'est si on fait notre révolution avec ces gens-là et qu'on gagne, est-ce que ces gens-là vont pas nous réimposer de la même façon que l'extrême droite, une fois qu'ils seront vainqueurs, cette norme-là comme la même norme finalement que le font les réactionnaires aujourd'hui, qui étaient les vainqueurs d'hier, tu vois. Donc c'est quoi la différence finalement entre ce que dit Ouria et ce que dirait une Christine Boutin et comment est-ce qu'on peut répondre à cette Christine angoisse Boutin, en fait je la vois bien dire les menottes, bref. Moi, je trouve que... Les menottes avec son cousin. Stop. elle le fait, mais elle le dit pas. Pour moi... Bah, la différence, c'est la pensée en contexte. C'est quel est le contexte, la perspective, dans quel contexte de lutte ça s'ancre, je veux dire. Ouria, elle écrit pas ça dans un livre sur l'anthropologie de la famille. Un discours, faut jamais l'extraire comme ça de sa perspective politique. La perspective politique d'Ouria, elle est très claire. Si on la confond avec Christine Boutin, c'est quand même qu'on n'y comprend rien. En gros, je pense que ce qui est un peu reproché à Ouria, c'est cette idée à nouveau que les Arabes sont réactionnaires, que leurs familles sont beaucoup plus captent et oppriment beaucoup plus, et que finalement, Ouria, elle n'arrive pas à se défaire de ça. Elle reste complètement imprégnée de cette idéologie, de ce patriarcat culturel, etc. Or, on voit bien, je crois, dans ce passage, qu'elle ne naturalise absolument pas ce qui s'est passé, c'est absolument pas essentialisé, c'est juste un constat froid. Et c'est vrai que les gens aiment pas quand c'est froid, ils ont besoin de rappeler qu'ils sont indignés, etc. Mais je crois dans la suite, il y a même des mots pour ceux qui veulent les mots, parce qu'elle les dit quand même, si vraiment ça vous rassure. Je n'ai rien à se cacher de ce qui se passe chez nous, du meilleur au plus pourri. Dans cette cicatrice, il y a toutes mes impasses de femme. Le monde est cruel envers nous. L'honneur de la famille repose sur la moustache de mon défunt père que j'aime et que la France a écrasé. Je vais devoir y faire gaffe et veiller sur lui. Nous seuls savons le prix d'une moustache de colonisé à terre. Mon frère a honte de son père, mon père a honte de son fils. Aucun des deux n'est debout. Je ramasse leur virilité déchue, leur dignité bafouée, leur exil. À travers eux, je ramasse ma mère. Non, mon corps ne m'appartient pas. Je sais pas s'il y en a qui voient vraiment une pauvre victime du syndrome de Stockholm et de l'aliénation patriarcale. Est-ce que une vraie féministe, elle aurait dit cette famille est une source de souffrance et je m'en extrais. C'est toujours aux femmes de faire le travail. C'est toujours aux femmes de faire le travail, donc je refuse, donc je romps avec ça, donc je suis vraiment émancipée. Tu vois, et je pense que ce qui les agace, c'est qu'elles prennent pas justement cette posture-là. Ouais. Mais en même temps, est-ce qu'il faut prendre cette posture-là? Alors, moi, c'est pas un secret. Je suis évidemment très proche de textes féministes qui défendent l'idée que le travail de reproduction, c'est un travail, qu'il faut lutter contre ce travail. Le travail de reproduction, vite fait pour... ce qu'on appelle le travail domestique. En gros, donc il y a l'idée, ce travail domestique dans la maison. Et puis, les féministes marxistes ont théorisé que ce travail domestique, c'était pas juste genre l'instinct maternel, les femmes qui aiment bien s'occuper, etc. Parce que ce travail, il avait une fonction dans le capitalisme, c'était de reproduire la force de travail, c'est-à-dire ce qui nous permet d'aller nous faire exploiter par le capital chaque jour, au niveau quotidien, et puis de reproduire aussi les nouvelles générations de travailleurs. Donc c'est bouffer, dormir, être propre et présentable pour son patron. Ouais, voilà. Et puis être aussi le care, quoi, la santé mentale. Voilà. Le repos du guerrier. Et du coup, dans cette perspective, évidemment que c'est un travail aliéné. Par ailleurs, la division du travail a assigné ce travail aux femmes de manière non rémunérée, alors que en fait, c'est aussi un travail qui produit des marchandises. La marchandise, force de travail. Et c'est pour ça qu'il y a eu tous des mouvements dans les années 70 pour la revendication d'un salaire au travail ménager. Alors, en réalité, elle visait moins. En fait, c'était des révolutionnaires, elles s'en fichaient un peu de la réforme du salaire. C'était à l'époque de grandes luttes sociales en Italie, dans une période insurrectionnelle, le long mai 68 italien, etc., où il y avait énormément de luttes autour des questions de salaire, de logement, où il y avait énormément d'autoréduction, de grève des loyers, etc., et où en même temps,
leurs mecs ouvriers leur disaient oui, enfin toi tu travailles pas, prépare-moi les sandwichs plutôt que de lutter. Et elles, leur intérêt à mettre en avant cette perspective, c'était de dire qu'elles avaient toute leur place dans la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le capitalisme à l'usine et une oppression, domination à la maison, mais que ce qu'elles vivaient à la maison, c'était en quelque sorte l'arrière-chambre de l'usine. Voilà. C'était presque une revendication presque intérieure aux révolutionnaires, presque. Ouais. Un truc de, vous voyez qu'en réalité, le travail, ça nous concerne aussi. Voilà. Et ce faisant, ça vous concerne aussi. C'est parce qu'on est exploité que vous l'êtes d'autant plus. Parce que comme tout ce travail de reproduction, il nous tombe dessus gratuitement, du coup, le capitalisme allonge moins d'argent dans les salaires, etc., que s'il avait aussi à payer pour ce travail de reproduction. Donc non seulement nous, on est légitime, parce que c'est même pas qu'on n'a pas assez de salaire, c'est qu'on n'en a pas du tout. Donc genre, c'est encore pire que vous, parce que nous, on n'est même pas un peu payé, on l'est pas du tout. Et en plus, la manière dont on est exploité, c'est vraiment un des piliers qui maintient debout le capitalisme, parce que ça fait qu'il peut capter davantage de plus-value. Et donc il faut qu'on fasse partie de la lutte, quoi. Ouais. Donc moi, je suis proche de ce courant-là, de ces textes-là, dans ma manière d'analyser la famille, même si ça a pas mal changé avec les restructurations néolibérales, le fait qu'une grande partie de ce travail maintenant est déléguée parce que la famille, en échange d'un salaire, etc. T'as une sous-traitance maintenant. Voilà, mais je veux dire par là que je suis absolument pas dupe de la manière dont l'organisation familiale se maintient sur le travail gratuit des femmes, sur leur oppression, sur comment le cadre familial agit comme une structure de coercition, parce que dès qu'il y a du travail à exploiter, il faut de la coercition et de la violence pour qu'il n'y ait pas de révolte de la part des travailleuses. Donc je veux dire, je suis absolument pas dupe de l'aspect oppressif, etc. de la famille. Mais du coup, tu vois pas de paradoxe entre ça et la position de ce qu'on a pu lire avant qui a fait débat, quoi. Toi, tu penses qu'on peut articuler les deux et comprendre. Donc tu parlais du paradoxe de la famille au début, quoi. Genre, c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est ça le truc. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils ont du mal à réunir le fait que puisse y avoir une critique radicale de la famille d'un côté, et qu'en même temps, tu puisses aussi dire que tu choisis d'y appartenir, parce que si t'as conscience, si t'es vraiment de gauche et que tu comprends que le travail reproductif au sein de la famille, et même pour les questions queer, que c'est un lieu d'oppression, homophobe, violent, etc., comment tu peux légitimer quelqu'un qui dit de choisir d'appartenir à sa famille? Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc, presque un choix de camp qui devrait être fait, quoi. C'est presque l'opposition conceptuelle avec le lesbianisme politique, quoi. Ou en mode, on va dire, on rompt et on arrête de relationner avec des hommes, qu'on soit lesbienne ou pas, et voilà. Enfin, c'est un peu l'opposé, quoi. Oui. Mais après, quand elle dit ça, elle dit bien la voix qu'elle entend et qui dit c'est ignoble. Ouais. Et le problème, c'est que cette voix, elle est surinvestie aujourd'hui par la blanchité, par le néolibéralisme, qui pousse également à rompre avec la famille. Et ce qu'elle propose aussi, c'est un choix stratégique. Et puis, c'est un choix de dignité, je crois. C'est j'abandonnerai pas les miens, parce que finalement, ce que vous me proposez, en plus, en réalité, de ne pas me libérer, c'est en plus de salir les miens. Et c'est ça qui m'intéressait, moi aussi, avec donc, il me demandait des noms, c'est tout le courant du salaire au travail ménager. Donc, c'est parti de militantes italiennes qui étaient dans les courants autonomistes, opéraïstes. Donc, c'est notamment Maria Rosa Dalla Costa, Silvia Federici, qui est plus connue maintenant, parce qu'en plus, elle a fait carrière aux États-Unis, Leopoldina Fortunati. Donc, les livres sont traduits chez Entremonde. Et ce que je trouvais intéressant, justement, dans cette perspective, c'est que, effectivement, la stratégie valorisée normalement à l'extrême gauche et dans les mouvements féministes, c'est que pour échapper à l'oppression familiale, il faut aller travailler, avoir son propre compte en banque, etc. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas que les femmes aient leur propre compte en banque. Oui, bien sûr. Mais c'est qu'à un moment, elle pose la question de, en fait, ce n'est pas ça non plus la libération. Ce n'est pas ça non plus la libération. Quand on voit les maladies professionnelles, etc., les ravages que le travail salarié fait aussi sur le corps des femmes, ne dites pas que c'est ça la libération. Parce que là, il y aurait le truc presque, on pourrait finir avec aller se réexploiter à égalité avec les hommes, quoi. Ça, c'est le programme que propose l'extrême gauche. Hein. Ah ouais, carrément. En général, tu vois, ça propose. Ça y est, premier code égalité des salaires. Oui, bien sûr. Je veux dire, ça va pas plus loin que l'égalité des salaires.
et le fait que voilà sur la retraite, carrière, nanana, enfin tu vois des ajustements le comme fait que ça. les carrières des femmes, bon, bof, Ça, mais puis on verra, on verra. Parce que oui, et puis tu sais, elle travaille tout à temps partiel. Ben ouais, mais en fait, moi par exemple, je trouve ça très cool de travailler à temps partiel pour pouvoir passer plus de temps avec ma fille, tu vois. Tu sais que c'est un bon exemple. Moi, je vois. Le problème, c'est qu'en fait, du coup, j'ai un salaire partiel, mais en fait, le problème, Mais c'est pas moi- le temps partiel, c'est le salaire C'est le salaire partiel. partiel, c'est ça. Mais ça, sur ce truc-là, moi, j'ai une anecdote comme ça. Mon daron, quand il était syndicaliste à l'usine, il s'était fait virer de la CFDT parce qu'il avait refusé de signer un texte où, pour l'égalité homme-femme, parce que vu que c'était une usine un peu à l'ancienne, un peu paternaliste, les femmes n'avaient pas à travailler de nuit. La CFDT voulait faire l'égalité homme-femme et que enfin les femmes puissent travailler de nuit. Et lui, il avait été voir les meufs d'usine, il avait dit vous voulez travailler de nuit, ils avaient dit non, il dit bon bah on signe pas et il s'est fait sauter pour ça. Tu vois, très CFDT. Comment mais c'est pour l'égalité homme-femme. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, quoi. Et tu vois, c'est ce truc, tu vois, le paradoxe qui est en mode mais attendez, est-ce qu'on peut ne pas être con des fois aussi, tu vois, genre, c'est vraiment. Est-ce qu'on peut supprimer le travail de nuit pour tout le monde parce Oui, qu'en voilà, fait la c'est nuit ça. on a autre chose à On foutre peut que attaquer bosser, ça. quoi. Exactement, c'est ça. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt arrêter de faire travailler des gens la nuit pour produire des putains de micro-ondes, quoi, je vous en supplie. Bah, surtout que quand les hommes ils travaillent de nuit, résultat c'est aussi les femmes qui travaillent en plus parce que bah, du coup t'as des emplois du temps qui sont décalés à la maison. Du coup comment tu t'occupes des enfants, tu dois te lever à différentes heures pour pouvoir faire à manger si jamais ton non, mec puis il est les trop effets fatigué des quand travites il a- sur les corps. Oui et puis après, l'effet enfin, sur les... Oui bref oui. Mais voilà quoi, genre mais ça c'est qui est intéressant, c'est ce truc aussi parce que là dans ce que tu dis, parce que là il y a beaucoup, c'est la critique marxiste, c'est un premier truc et j'ai l'impression que donc il y a une part des gens où c'est cette critique là de la critique marxiste de la famille, mais qui en réalité la vraie angoisse c'est une angoisse individuelle de moi, mes parents étaient méchants avec moi parce que je suis LGBT, parce que ceci, parce que des violences intrafamiliales, etc. Et quand je lis ça, par rapport à mon vécu, c'est violent de dire que j'aurais dû choisir ma famille, parce que moi, ma famille, ça a été le premier lieu d'oppression. Et en fait, il y a des queers arabes qui veulent pouvoir faire rupture familiale Bien sûr, et Ouria bah oui. Boutelja les empêche de le faire, etc. Tu vois, si je suis empathique avec les critiques, c'est qu'il y a un appel au secours de gens qui Bien disent sûr. mais moi, ça me fait souffrir en fait. Ouais, bien S'il sûr. vous plaît, aidez-moi à arrêter de gloser sur ça. Moi, j'ai besoin de m'en séparer de ma famille. J'ai besoin d'en être libéré, tu vois. Et que l'horizon est tellement éloigné que d'avoir des discours nuancés sur le sujet, ça redevient violent en termes individuels, tu vois. Le problème de ça, c'est pas Ouria Boutelja. Oui, bah oui. C'est que on peut considérer que, on l'a vu récemment avec l'ASE, on le sait, la famille c'est le premier lieu de violence, c'est le premier lieu de l'inceste, c'est le premier lieu du viol, c'est le premier lieu où les enfants meurent, où les femmes meurent. Du coup, là où ça pourrait être une bonne chose, l'État propose de prendre en charge des enfants qui sont dans des contextes familiaux, etc. Et en fait, c'est innommable ce qui se passe à l'ASE. Il n'y a absolument pas les moyens. Donc je dirais la priorité, elle est là. Elle est quelles alternatives on construit à la famille. Ouria, elle n'est pas en train de vous dire de ne pas construire d'alternatives à la famille. Elle est absolument pas en train de dire ça. Il y a des alternatives publiques et socialistes, etc. Elle n'empêche personne de faire ça. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un travail vraiment de fait pour créer ce truc-là, quoi? Non, absolument pas. On Oui, parce que, parle des crèches, pardon, mais genre par exemple sur les crèches, c'est toujours je veux dire, le discours qu'en fait on a besoin de crèches pas pour aller travailler, mais parce que en fait, vas-y, c'est fatigant d'élever un enfant et faut des trucs de collectivisation, etc. En fait, non pour permettre aux mères d'aller travailler, mais pour permettre aux mères, je sais pas, d'aller à la piscine, d'aller au cinéma, Ouais. d'aller faire des Il faut pas avoir que l'excuse des du trucs. travail. C'est ça. Juste Et en fait, dormir. le problème, c'est que la question de l'élevage des enfants est vue seulement comme une. Ouais, c'est Delphi qui utilise ce terme, mais en même temps, Ouais. qu'est-ce que tu veux dire d'autre, quoi? Moi, je pense qu'il est très réel. Et Ouais, clairement, il faut ouais. revenir à la réalité, quoi. Genre, Tu c'est de élèves, l'élevage. quoi, donc c'est un Ouais. élevage. C'est une charge, c'est un poids, mais la famille, c'est aussi une unité de reproduction. C'est aussi quel type d'être humain tu crées. Enfin, tu vois. Qu'est-ce que tu transmets aussi, Dans c'est ça l'idée d'un monde où les travailleurs, les travailleuses deviennent maîtres de leur production, blablabla, et où on produit selon nos besoins, etc. Aujourd'hui, ce qui pose problème aussi, conflit dans plein de familles, c'est parce qu'il y a des attentes de la société qui sont celles du capitalisme envers les enfants, de ce qu'on veut qu'ils soient, de ce qu'on veut qu'ils deviennent, les pressions scolaires, les pressions Parcoursup, etc., etc. La pression à un enfant, ça doit être comme ci, comme ça doit se ranger, pas faire trop de bruit, etc. Et tous les jeunes parents qui pètent un câble parce qu'ils n'étaient pas prêts à ce qu'un enfant ce soit pas ça se range pas dans des cases, etc. Donc tout ça qui est créateur de mal-être, donc de violence, etc., etc. Bon, je veux dire, il y a des gros travaux à faire là-dessus. Et du coup, je pense que l'idée, c'est aussi de redonner du pouvoir aux travailleurs, en fait, où qu'ils soient,
où qu'elle soit, et donc y compris dans le cadre du travail, de la production d'enfants. Enfin, bon, je parle en termes très froids et très mathématiques, etc. Mais je veux dire, à un certain niveau d'abstraction, c'est à ça que ça revient. Et donc, est-ce qu'on produit des êtres humains comme une simple marchandise qui va servir les rouages du capitalisme, donc avec des enfants fascistes, enfin, une vision fasciste de l'éducation, ou est-ce que, au contraire, on produit des enfants aptes au communisme? Alors si tu essayes dès aujourd'hui évidemment de faire tes enfants seulement communistes, à l'école ils vont s'en prendre plein la gueule, tu vois. Donc tu dois toujours négocier, etc. Ouais, comme ça. on en revient au ton paradoxe. gamin va pas te dire nique ta mère à la prof, même si en vrai on Elle le nique mérite sa un mère. peu. Enfin voilà. Tu vois, je pense que chaque parent est dans des Et toi, contradictions tu un peu penses comme que ça. c'est possible, toi, de déjà, à l'intérieur du capitalisme et de notre société néolibérale, de pouvoir négocier à la marge dans ta manière d'élever tes enfants pour déjà en faire des précommunistes, déjà, tu vois, un truc de... Est-ce qu'on peut laver le cerveau de nos enfants avec du communisme? Tuto laver le cerveau de vos enfants. Bah, je pense que de toute façon, on transmet toujours Oui, c'est ça. des valeurs. Après, moi, je suis pas partisane c'est des enfants, ils feront leur choix plus tard. Bah non, en fait, ils feront pas leur choix parce qu'ils vont avoir le cerveau complètement imbibé de libéralisme de partout. Donc, tu transmets forcément, enfin, ça fait partie de la transmission, quoi. Tu transmets des choses. Et puis en Bien fait, sûr. ça, il y a cette limite-là, c'est que on prend l'exemple des enfants de familles de droite qui deviennent de gauche, c'est que t'as beau inculquer plein de trucs à tes gosses, la société va se charger aussi du reste. Et même c'est presque un sentiment de deuil pour beaucoup de parents, que d'aucuns appellent la crise d'ado, tu vois. Mais de voir justement son enfant s'autonomiser, intégrer d'autres trucs et peut-être choisir d'autres normes, etc. Et c'est aussi souvent un truc qui amène en fait la famille au bout de son processus d'inculcation, mais qui peut être maintenu par la pression économique, par exemple. Mais parce qu'en fait, quoi. quand on parle de la famille, et c'était un peu la question que tu soulevais au début, c'est quoi la famille? Parce qu'en fait, en termes d'unité, ça a tellement évolué que j'ai l'impression dans les débats qu'on parle encore de la famille nucléaire à l'ancienne, et encore à l'ancienne, c'était pas fixe non plus, hein, mais du XXe siècle, tu vois, bon, à l'époque où toutes ces théories ont été écrites, mais que tu as beaucoup, y compris de réformes, y compris d'évolutions, qui ont modifié les fonctions de la famille. C'est-à-dire que rien que le divorce, rien que la possibilité pour les femmes de travailler, d'ouvrir un compte en banque, les différentes facilitations de recomposition de la famille, d'adoption, etc. Et où en fait, même les fonctions de la famille ont commencé à déléguer, en premier lieu l'éducation. C'est-à-dire qu'avant, ou même les familles bourgeoises avaient un précepteur qui venait, etc. Et ça se faisait avec le choix et l'aval des parents. Et que l'instruction publique, avec le débat, est-ce que c'est l'instruction et l'éducation? Et justement, l'éducation comme concept qui vient s'opposer à l'instruction pure et simple, parce que on considère que l'école doit aussi éduquer moralement. Ouais. Et donc, c'est là où justement, quand on parle des familles catholiques, sont pas d'accord c'est avec notamment ça. beaucoup les catholiques, mais pas que, aussi la gauche qui était gênée par ça. Et donc, il y a déjà des délégations. Et est-ce qu'on peut imaginer un processus qui viendrait jusqu'au bout remplacer définitivement toutes les fonctions de la famille et l'abolir par le fait Parce que toi, ton avis en tant que mélanchoniste, c'est qu'il faut mettre tous les gosses dans des écoles à la gloire de Robespierre et de la République et leur apprendre à être universaliste et humaniste. Moi, je crois que c'est ça ton discours. Exactement. Supplément culte de l'être suprême, attention. Oui, voilà, c'est ça, ouais. À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est la révolution qui va abolir la famille naturellement? Quel processus doit être mis en place pour abolir justement l'unité familiale? Et à quoi ça ressemble? Ça dépendra complètement de l'organisation économique, de comment est organisé, si on est dans un communisme d'État, dans un municipalisme. Enfin, je pense que ça dépend beaucoup de l'organisation économique et du coup, comment les relations sociales ont besoin d'être organisées parce que quels attachements sont rendus nécessaires parce que finalement, la famille, c'est aussi une question d'attachement. Après, il y a quand même des recherches un peu qui sont aussi faites là-dessus. Les enfants, ils ont besoin de figures d'attachement. On peut pas complètement étatiser le truc avec juste des travailleurs reproductifs un peu interchangeables de manière ultra industrielle, parce que des fois, etc. J'en vois qui vendent ça un peu. Et des fois, je me dis, mais est-ce que je suis réactionnaire à me dire que quand même la figure, je vais pas dire paternelle ou maternelle, la figure parentale, c'est quand même un truc qui peut être déterminant pour du bon aussi des fois, tu vois. C'est des questions, je pense, qui se travaillent au long cours, qui demandent en tout cas certainement pas des postures autoritaires, parce que ça peut être des zones très douloureuses, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, que ce soit de culpabiliser des gens parce qu'ils sont pas attachés à des gens qui les ont détruits, parce que des fois ta famille elle est ce qui te détruit, ou que ce soit au contraire arracher
c'est finalement des gens, un amour, un attachement qui les constitue aussi comme personnes fortes. On voit bien en fait que moi j'ai l'impression quand même de constater que les gens qui ont eu un foyer aimant, etc., franchement ils ont l'air d'aller mieux dans la vie. Ah bah c'est clair, ça permet pas tout, mais c'est quand même un ils ont truc quand même l'air d'aller grave mieux dans leur bah vie. Oui, c'est clair, c'est ça. Et ça a l'air important, quoi. Et que même quand t'as quitté ta famille parce que elle était violente, etc., en fait, c'est un deuil qui peut être très long à se faire. Et pour connaître pas mal de gens qui sont dans ces situations de rupture familiale, t'es en rupture matérielle, mais finalement, le fait d'être en rupture, c'est une relation aussi en tant que telle. T'es dans une relation de rupture, mais tu restes relié, ça continue à bouffer un peu. Donc, en fait, je pense pas qu'on puisse prétendre juste abolition en tant que rupture des liens, parce que tu peux jamais vraiment... Il y a sûrement des gens qui arrivent vraiment à passer à un truc, je sais pas, d'indifférence, de genre ça n'a jamais existé. Mais pour beaucoup de gens, même la rupture continue à maintenir un lien avec une absence finalement. Donc déjà ça, comment c'est pris en compte, comment c'est géré. Peut-être que pour compenser ça, il faudrait véritablement des vraies structures alternatives, etc. Donc là, on arrive au truc de famille choisie, etc. Mais est-ce que là, aujourd'hui, dans l'état actuel des rapports de production, on peut proposer ça comme un modèle universalisable? Je suis sceptique. Ouais, donc on est d'accord que... Parce que tous les logements, toute la ville est organisée autour de ça, je veux dire. Nos logements sont constitués pour, voilà, il y a 2 chambres, une cuisine, il y a absolument rien qui est organisé pour des coparentalités extensives, rien n'est pensé. Moi je vois les seuls exemples que j'ai vus comme ça, des gens qui avaient, c'est de la vie en communauté un peu un art bizarre, tu vois, des gens qui vivent à la campagne où en fait t'as plein de familles ensemble et du coup la parentalité est partagée, mais c'est presque naturel. Ça veut dire qu'en fait, il y a le mode de vie qui est tellement en dehors de la société, à côté d'un truc autonome, bizarre, que c'est les gosses de tout le monde au final. Même si tu gardes un rapport de parentalité, mais tu vois, il y a un truc où ça se fait organiquement, quoi. Dès que t'es pas dans des sociétés aussi urbanisées, individualisées que les nôtres, ça se fait assez naturellement, parce que finalement, c'est pas le même rapport à l'espace public aussi. C'est que nous, on vit dans des sociétés, les enfants ont été complètement chassés de l'espace public, c'est ultra dangereux, tu es jamais autant angoissé dans la vie que quand t'es en ville avec un enfant de 2 ans, tu vois, parce qu'en fait, partout, il peut mourir. Je veux dire, tout est pensé pour atomiser les individus et les familles. Et justement, par exemple, ce qu'elles ont d'intéressant aussi, les féministes italiennes là-dessus, c'est qu'elles voient le capitalisme à la fois comme ce qui a constitué la famille nucléaire comme truc d'exploitation, mais aussi comme ce qui a détruit la famille finalement en l'atomisant, où on met d'un côté le travailleur productif à l'usine, de l'autre le travailleur improductif, l'enfant à l'école, les vieux en EHPAD et la femme toute seule qui doit rendre visite aux vieux, amener les enfants à l'école, etc. La femme devient le tiers-lieu un peu de tout ça. D'un truc qui en fait est complètement atomisé et qu'en fait les gens ne font famille 1 heure par jour en réalité. Mais en fait c'est marrant parce que ce que tu dis presque, c'est que on nous fait croire que le capitalisme et que la famille est mis au centre, et que même avec ce truc, tu vois, de Macron et de toute la droite réactionnaire qui met la famille au centre du jeu, mais qu'en fait c'est une famille sous condition, une famille réduite c'est-à-dire c'est la famille mais pas trop. Parce que sinon, presque, il y aurait un risque que vous recréiez du collectif. Alors que nous, le but, c'est de tu vois, c'est qu'il y a un truc de surcontrôle, quoi. D'où peut-être ce dont parle Ouria quand elle parle des instincts réactionnaires, elle en parle aussi comme des instincts de critique de la modernité. Et d'où aussi cet instinct de la famille de résistance communautaire, c'est ça, en fait. Ils veulent nous enlever quelque chose pour mieux nous exploiter, donc on a conscience que c'est ça qu'il faut chérir, quoi. Oui, ce truc de ils veulent nous l'arracher, donc c'est ça qu'il faut chérir, je pense que ça a une idée assez importante, Donc du coup, presque, tu vois, parce que moi je vois la principale opposition, c'est et les queers racisés, etc. Machin, mais presque tu pourras avoir une réunion de la société capitaliste et hétéronormée empêche aux queers de pouvoir avoir une famille qui les aime à cause de l'homophobie, à cause du patriarcat, à cause du capitalisme, etc. Et que du coup, presque, on devrait pouvoir offrir un cadre de pensée et d'existence pour pouvoir dire, comme Ouria, mais je choisis d'appartenir à ma famille, et on en revient à ce concept de famille choisie. Mais j'ai l'impression que la famille choisie, c'est une incantation qui, encore une fois, est détruite d'avance par le capitalisme. Tu disais
le logement, tu disais le truc, et que en fait, c'est ça ça. n'existe pas, Même- la famille. Ou alors, Même quand t'es tu la prends- gannerie et t'as une vie un peu petite bourgeoise avec tes amis, mais moi que je trouve cool, je trouve ça, Non, mais pourquoi pas, tu même vois, mais tu vois, est-ce que quand t'es prolétaire, tu peux te permettre d'avoir une famille choisie, tu vois? Surtout que ça repose les questions de c'est quoi une famille, parce que beaucoup de fétichisme autour de la famille choisie, c'est beaucoup des gens qui ont vu Paris is Burning, c'est génial, il y a des house, pareil, Ouais, qui voilà, ont vu c'est Pause. ça, oui. Sauf qu'in fine, quand tu te retrouves à l'hôpital, ils n'ont pas le droit de visite. Donc, tu sais, t'as un truc où une famille choisie, c'est pas une famille. Parce que ce que considère l'État comme T'as étant pas de ta droit qui te famille la est comme. garantit. Exactement. Mm. Mais c'est pour ça que je trouve que et c'est là qu'on arrive au fait que le concept de famille reste un concept quand même très très large et même parfois métaphorique en fait qui est employé. Et ce qui fait qu'on se perd dans des considérations parfois un peu individuelles de ce que je considère de ma famille et qui font parfois un petit peu perdre de vue l'aspect un peu bassement concret, matériel, légal de c'est quoi d'avoir un tuteur, tu vois, c'est quoi Voilà. d'avoir. Il y a à la fois ça et puis l'autre extrême finalement, c'est un peu coincé entre voilà un truc, une idée qui est un peu réduit à l'idée de papa-maman qui sont gentils ou pas avec moi et qu'on a envie de virer, mais que matériellement il y a des voilà il y a des lois, il y a des choses qui font que enfin tu sais genre en France on peut pas déshériter un enfant, il y a des trucs comme ça qui font que tu vas être attaché quoi un peu malgré toi. Et puis de l'autre côté, on peut aussi avoir une vision beaucoup plus métaphorique de la famille, plutôt une idée de communauté, de filiation, tu vois, quand Ouria dit plus récemment ce truc de choisir nos ancêtres et qui a dit que son ancêtre ça peut être Fanon comme Robespierre je crois elle dit, et là de camp politique. Et voilà, pour en revenir à ce passage choisir ma famille, c'est oui dans le contexte présent je choisis ceux qui m'ont fait ça, mais parce que aussi voilà ma manière de vivre les choses etc. Et je choisis moi de naviguer en faisant ça, mais elle dit pas ne choisissez pas vos familles choisies, enfin je veux dire mais juste attention si vous prenez cette voie qui peut s'imposer à vous, attention que ce soit pas la famille de la blanchité quoi. Enfin c'est plus moi je le vois aussi plus comme une mise en garde. Quand on fuit c'est pour aller où qui vous accueille. Qui vous accueille quand vous fuyez votre famille. Oui, ça, parce que même une famille choisie, c'est pas forcément choisi par toi. C'est pour reprendre l'exemple des house, tu es choisi dans une house, tu es accueilli dans une house, c'est pas toi qui choisis. Enfin, Et si à tu peux nouveau dire, sous je vais rentrer. conditions. Et à nouveau sous conditions. Mais après, en fait, de toute façon, moi j'ai l'impression que, comme d'habitude, l'imposition d'un modèle me paraît toujours une idée de merde. Ça veut dire que, genre, à un moment donné, si t'es dans un truc d'injonction ou alors de prétention d'avoir trouvé la méthode parfaite pour pouvoir le faire, t'es forcément dans la connerie. Mais du coup, une revendication claire, tu vois, par exemple, tu disais, il n'y a pas de droit légal sur la famille choisie, tu vois, peut-être que ça pourrait être une revendication. Tu vois, la question de quand t'es en rupture familiale, quand tu choisis de ne plus dépendre de tes parents, tu vois, ce truc, comment ça s'appelle L'émancipation. Là, de l'émancipation, tu vois, comment ça se passe, posé politiquement. Ouais, quand t'es concrètement, mineur ces questions-là. émancipé. Mineur etc. émancipé, qu'est-ce que ça veut dire? Qui te protège, qui t'accompagne dans les trucs, tu vois, genre parce que on en revient au truc des œufs, on en revient à ce truc-là Des œufs des Ah, œufs. de l'ASE. Ah oui, de Moi, la je croyais que les œufs. Les œufs, oui, j'ai pas Pareil, compris. petit canard, là. de la zone. De l'aide sociale à l'enfance. De l'aide sociale à l'enfance. On en revient à ça, de l'État qui ne garantit pas ça, tu vois. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on manque de revendications, parce que moi, en fait, je comprends le cri de détresse de gens qui ont l'impression qu'on se pose pas cette question-là, tu vois, de garantir de comment me libérer de la famille qui me fait du mal. Et tu vois, si je constate, si je regarde aujourd'hui dans les discours et dans les programmes politiques, c'est vrai que c'est pas un truc, tu vois, genre à la France Insoumise, je crois pas que vous ayez travaillé forcément là-dessus, vraiment. Non, mais tu vois, c'est vrai que il y a pas mal de trucs comme ça qui sont un peu à l'état de chantier. Mélenchon, il a un peu cette idée, mais qu'on sait pas trop comment réaliser, d'une forme de qui en fait c'était son truc de base, de mariage homosexuel, qui était pas un mariage, qui était un contrat d'union civile, mais qui soit décoré. Mais en fait, de décorréler le mariage de la conjugalité. Enfin, donc le mariage ou l'union civile, etc. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux te paxer, c'est l'idée qu'il y ait une vie commune, supposée d'un soubassement amoureux, etc. Pareil pour le mariage, ça a été tous les débats sur le mariage pour tous, c'était qu'est-ce qu'on fait des enfants, puisque le mariage a quand même pour vocation, surtout chez les chrétiens, de faire des enfants, etc. Et que c'est fait, les lois sont faites pour aussi protéger la question de la parentalité, etc. Donc, la question de décorréler l'union donc par exemple, qui n'est pas forcément nécessité de vie commune, qui n'est pas, etc. Presque qu'on pourrait s'unir avec des amis un peu. Ouais, c'est ça ça. que tu sous-entends. Oui, c'est ça. Et de pouvoir créer, par exemple, si tu voulais faire un... Parce que tu vois, ça, c'est intéressant. Oui, c'est ça les homosexuels qui lui ont donné l'idée. C'est intéressant, tu vois, de ce truc de...
C'est ce qu'il a dit. Oui, il a dit chez, ça, c'est les chez homos- Ardisson, à l'époque. il C'est pose une adorable. question en mode oh là là, vous avez déposé la première loi pour le Pax, etc. Il explique son truc, il dit oui, c'est les homosexuels qui m'ont donné l'idée. Et Ardisson, c'est homophobe. Non, je crois que c'est Laurent Baffy qui dit ah, c'est pas la seule idée qu'ils vous ont donnée, j'espère. Ils sont insupportables. Mais Donc, est-ce que tu vois raconte ça, que, voilà. ce truc de droit, c'est intéressant parce que par exemple, tu vois ce truc de quelqu'un où de fait tu vis, t'es peut-être élevé par d'autres gens que tes parents. Et le jour où t'as un problème, par exemple, t'es à l'hôpital où il y a un truc, tu vois, et que ces parents que t'as fui reviennent dans ta vie. Et souvent, au pire moment, moi, c'est ça les cas que j'ai vus, c'est que Ouais. les pires moments de ta vie, les moments où t'aurais besoin de l'aide des gens avec qui t'as vraiment grandi, en fait, ils n'ont aucun droit sur toi, ils ne peuvent pas décider. Tu vois, par exemple, internement psychiatrique, ce genre de truc. Ouais. Et en fait, la personne qui peut décider de t'enfermer ou de dire je veux bien m'en occuper pour sortir, en fait, c'est des gens que tu hais et qui te haïssent et qui veulent te faire du mal, tu vois. Et sauf que la personne qui t'aime et qui t'aide vraiment n'a pas le droit de venir te voir, n'a pas le droit de s'occuper de toi, n'a pas le droit de dire, enfin, tu vois, genre, c'est ce truc-là de, bah, tu vois, ça pourrait être une revendication de créer la facilitation, tu vois, de l'émancipation et du choix de vers qui je me tourne, de qui me soutient, de quel lien je veux créer, etc. quoi. Et ça serait bien plus concret que d'aller chercher des poux aux antiracistes qui cherchent à faire comprendre pourquoi ils tiennent à leur famille, tu vois. Tu vois, parce que les gens aussi, ils parlent. J'ai vu aussi beaucoup de gens, je sais pas toi si t'as un avis là-dessus sur Kollontai, c'est beaucoup un truc qui est revenu aussi sur en mode, parce qu'il y a des gens qui disent c'est quoi le modèle. Et les gens, il y en a beaucoup qui disaient, bah c'est ça. Le modèle, on a un tuto nouvelle famille, c'est Kollontai, quoi. Je sais pas si t'as un avis sur ces... Alors, je connais pas très très bien. Je vois à peu près, c'est des idées de camaraderie amoureuse, de socialisation pour le coup, vraiment des familles. Oui, pourquoi pas. Il y a des choses intéressantes, mais après, je reviens aussi pas mal à ce que tu dis. On aura, c'est pas quelque chose qui pourra s'imposer, c'est quelque chose qui s'imposera de soi-même. Parce que tu vois, moi, c'est ça le truc, s'imposer de soi-même, parce que je le vois sur la religion, il y a eu le même débat. C'est que les gens, ils disent, le communisme est la fin du capitalisme, ça sera la fin de les religions, et les musulmans ne seront plus musulmans à ce moment-là, mais de fait, et avec un sous-entendu, si vous le restez, vous serez des ennemis. le communisme ne sera pas réel tant que tous les musulmans n'auront pas arrêté de l'être, tu vois, un truc un peu, tu vois. Est-ce que abolir la famille, c'est interdire la famille, presque, tu vois, c'est ça la question que je pose, tu vois. Genre, j'ai l'impression que le bien connue proclash, entre il est sur abolition ça. et prohibition finalement. Ouais. Bah, c'est ça, ouais, bon, Ouais. on en revient à ça, quoi. Ouais. Genre, c'est... Ouais, mais après, on en parlait tout à l'heure, mais on peut. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce les qu'on gens, peut en fait, imaginer hein, je des vous lis. abolitions de la famille qui soient capitalistes, par exemple? Bah oui, on peut complètement imaginer une société où on est chacun des individus, où on parle à personne, où on a des intelligences artificielles qui nous satisfont dans tous les aspects de nos vies, où on fait appel voilà, à un livreur, à un mec, à un robot, à un truc, et où ça devient un petit peu ta famille choisie. Je veux dire, où tu te fais une famille choisie d'intelligence artificielle. Je pense que ça va devenir d'ailleurs la famille non choisie de beaucoup de gens. Déjà, tu vois, combien il y a de gens qui se sentent seuls et qui parlent à ChatGPT parce qu'il leur répond et que c'est cool en fait, tu vois, alors que tu pourrais le faire avec un ami ou, Ouais. ou Moi, je comprends, quelqu'un Raz, de il ta parle tout le temps à famille. ChatGPT. Non, mais moi aussi. C'est trop bien de cette GPT. Et lui, il te juge pas, lui. Tu vois? Moi, je te juge. Un peu. Mais est-ce que t'en as pas besoin de mon jugement? Oui, Tu vois, et puis après, il y a. Voilà, le truc, c'est que c'est un noyau où il y a un peu tout ce qui se cristallise dans la famille parce que c'est de là qu'on est naïté, qu'on est EST, on se situe souvent. Ta première manière de te situer, bah, c'est si t'es célibataire, t'as des enfants, t'es en couple, dans quel type de relation familiale tu t'inscris. Donc c'est un truc qui est considéré comme ultra déterminant et ultra douloureux dans tous les sens du terme, enfin de toutes les manières possibles, quoi. Donc forcément, quand tu arrives et tu dis abolir la famille, puis c'est quelque chose qui est chargé historiquement. Je vais pas aller revendiquer l'abolition de la famille à Gaza, où on est en train d'empêcher des gens, je veux dire, en ce moment, pour eux, la famille, pour les papas, c'est récupérer les bouts de chair de leurs enfants. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on... comment tu peux D'où on venir... parle, quoi. Ouais. Dans quelle perspective politique ça s'inscrit? À Gaza, la famille, c'est tout ce qui reste là, c'est tout ce qui leur reste finalement. C'est alors une famille qui peut être plus étendue. Voilà, je suis pas spécialiste non plus des types de structures familiales palestiniennes, mais ça serait bizarre d'aller les voir pour dire arrête. c'est quand même un peu oppressif. Ouais, là, voilà, vous avez c'est vu en ça. ce moment, c'est Mais les femmes qui même font... débat sur l'homosexualité. Ouais, à non, mais Gaza, c'est ça. tu vois, y a un Et truc, c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait. Quel mot d'ordre sur la famille, dans quel contexte? Et au moment du mariage
mariage pour tous, là, j'avais lu un article, je sais plus qui c'est, qui disait que c'était pas un hasard si aujourd'hui on autorise ce type de mariage à une période où justement le capitalisme néolibéral crée une baisse des services publics et où du coup repromouvoir la famille comme unité de reproduction gratuite où les gens vont réaliser entre eux un travail que l'État ne veut plus faire, bah c'est aussi, enfin voilà, et on voit tout le rapport en fait, comment le capitalisme utilise la famille comme levier d'ajustement un peu. On en a besoin pour produire gratuitement ou au contraire on préfère fournir ces services parce que finalement on a déjà le marché qui va les fournir, on va plutôt promouvoir une fourniture de ces services par le marché ou au contraire est-ce qu'on reprend la main dessus parce qu'on a besoin de davantage de contrôle idéologique ou est-ce que en fait le marché est dans une promotion idéologique qui nous arrange ou pas parce qu'on sait que des fois il y a des conflits entre l'idéologie de certaines entreprises capitalistes et l'État, etc. ou voilà. Et du coup jusqu'à quel point l'État est prêt à laisser la main au marché pour effectuer ce travail. C'est vrai il y a que... tout ça quoi qui se pose et à prendre en compte. Du coup il y a tout ça qui nous attend comme chantier. Mais c'est ça. Et je suis grave pour le mener, mais peut-être que quelqu'un qui là est dans d'autres impératifs et qui dit je choisis ma famille face à l'État raciste qui veut m'y arracher, et parce qu'on n'est peut-être pas tous obligés d'être sur les mêmes luttes en même temps. Et dans le cadre d'une lutte antiraciste, décoloniale, faire entendre ce mot d'ordre pour, voilà, à nouveau ce que je disais tout à l'heure, rappeler la menace que peut représenter la nouvelle famille d'accueil, la famille d'accueil de la blanchité peut être aussi, voilà, c'est ça aussi quoi. Et on peut avoir des mots d'ordre en fait différents, mais c'est ça, moi j'ai l'impression, voire qui peuvent paraître contradictoires et en discuter ensemble sans se dire que ton mot d'ordre parce qu'il peut sembler contradictoire, on est adversaire parce qu'en fait nos manières de, peut-être on dit des choses différentes de là où on se situe, mais à la fin ce qu'on vise c'est quand même quelque chose de commun, c'est clair. Mais donc on en revient en fait à la lutte éternelle de est-ce que l'antiracisme politique a le droit d'avoir des revendications propres et est-ce qu'il a le droit à son autonomie de pensée ou pas, ou même est-ce qu'il a le droit à ses angles morts. Oui c'est ça, ou peut-être même oui c'est ça à la limite, tu vois, est-ce que si ça doit être un angle mort, est-ce qu'il n'est pas légitime, même si tu le lis, t'as raison, c'est que même si tu le lis comme ça, même si t'as envie de lire ça comme un angle mort, est-ce qu'il n'est pas explicable voire légitime. Bah là ils vont te dire qu'ils comprennent au niveau individuel mais que ça peut pas faire l'objet d'un mot d'ordre politique. Bah dans ce cas on peut faire une nouvelle proposition structurelle d'analyse, c'est que aujourd'hui dans le contexte c'est quoi la famille, c'est pas, parce que moi c'est vraiment ce qui m'obsède, c'est de revenir à ça, c'est tu que répondrais quoi toi déjà, non mais déjà toutes les familles ne sont pas les mêmes, ne sont pas promues ou critiquées de la même façon, et que quand on parle des familles racisées, pour utiliser ce terme, on parle de familles qui sont pointées du doigt par Darmanin quand il y a des émeutes et de dire si vos gamins ils font des conneries c'est vous qui allez être, donc c'est des espaces, des opportunités pour l'État d'élargir la répression en la faisant sur les parents, c'est des espaces de panique morale sur elles sont un petit peu trop nombreuses, ils vont nous remplacer, etc. Et du coup de faire du ventre du coup des femmes indigènes des ventres des ventres menaçants, des hommes indigènes, des gens qui vont être aussi fautifs de faire trop d'enfants, etc. Et ensuite de les abandonner et de les laisser à la charge de l'État. Donc en fait t'as beaucoup de choses où il y a énormément d'injonctions et de discours contradictoires sur les familles racisées. C'est à la fois vous êtes en trop et à la fois vous en demandez trop à l'État. Et donc t'as ce double truc de du coup si on en demande trop à l'État, du coup on règle les trucs entre nous, et non, si on règle les trucs entre nous c'est du communautarisme, donc il faut pas. Et donc c'est aussi pour ça que vient cette tension avec la blanchité, parce que quand on parle de la blanchité on parle de ça en fait, on parle de cette double pression de soit tu cèdes à l'État et dans ce cas t'acceptes que ok ma famille est un problème, je deviendrai un individu, c'est bon, pour échapper justement à cette contradiction là dans laquelle je suis mise. Et une autre proposition qui est probablement plus dure à entendre, qui est celle de dire je veux rentrer dans cette contradiction et je veux m'y imprégner, tu vois. Et donc c'est aussi ça, mais moi c'est pour ça que j'ai pas envie de dire au pire Auriel a un angle mort c'est pas grave, j'ai envie de dire non, elle pointe aussi du doigt quelque chose qui est aussi un angle mort de la gauche blanche, qui est que toutes les familles ne se valent pas, et que quand on parle de la famille, on parle avant tout de relation avec l'État, puisque en fait c'est à ce travers-là qu'il faut, à mes yeux, qu'il faut voir avec l'État et avec la faut structure s'entendre sur ce qu'on appelle la famille. Détruire la famille aujourd'hui, c'est détruire le modèle hégémonique, pas toute forme de famille. Oui, mais en soi, donc du coup, je pense que. Oui, mais encore une fois, le modèle hégémonique, c'est on est d'accord. lequel ? Mais voilà, parce que c'est même, ça, tu vois. Parce que si tu cherches, en fait, il n'y a pas de
blueprint de modèle hégémonique. Quand tu regardes même dans les familles bourgeoises, il n'y a pas une famille modèle répliquée absolument partout chez tous les bourgeois. Justement, eux, ils arrivent à s'émanciper de beaucoup de normes à ce niveau-là, quoi. En fait, j'aurais même du mal, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais à pointer du doigt, c'est quoi la famille hégémonique, vu que comme t'en parlais d'une variable d'ajustement. Déjà, il faut distinguer le rôle de la famille. Le rôle de la famille prolétaire n'a pas la même fonction qu'une famille bourgeoise. Ça, on le voit très tôt dans la manière dont sont traitées ces familles par l'État. Dès l'accouchement, dès la PMI, les familles qu'on va contrôler, fliquer, etc. Et les familles à qui on va garantir un certain confort, à qui l'État va faire confiance, etc., etc. Donc, déjà, il y a un traitement super différencié des familles. C'est déjà une institution de classe. Et du coup, dire j'appartiens à ma famille quand t'es Jean Sarkozy et quand t'es Ouria Boutelja, c'est quand même pas le même programme politique derrière, quoi, tu vois. En vérité, on en revient aujourd'hui, et là, moi, j'élargis le problème à gauche, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de crise de l'identité à gauche un peu, et que la question, tu vois, c'est un peu le concernisme individuel, créer des sortes d'incantations, et que tout ce qui ne rentre pas dans les cases de ton propre vécu, ou alors du vécu qui est celui le plus douloureux, en fait, c'est à proscrire et à détruire. Et en fait, ça crée une guerre de position sur des sujets qui, en fait, ne devraient pas être si irréconciliables, quoi. Et que je pense que face au fascisme, face à la défaite, on est coincé en boucle dans une guerre interne sur qui subit le plus le fascisme, qui va le plus en souffrir. Et en fait, entre victimes du fascisme qui arrivent, on cherche celle qui a la stratégie de survie la meilleure, alors qu'au final c'est que des stratégies de survie, et que la stratégie de conquête qui pourrait permettre à tous les modèles de pouvoir exister et s'émanciper, on l'a déjà abandonné, tu vois. Genre, après c'est un peu déprimant, hein, mais voilà, quoi. Qu'est-ce que tu penses du féminisme aujourd'hui parmi la jeune génération de gauche? Qu'est-ce que tu penses de Eh bien, en réalité, après des années de défaitisme, bon, je me suis pas mal éloignée parce que matériellement, la famille. Voilà, ils n'ont pas encore prévu les crèches qui permettent. T'as la crèche et l'école pour aller travailler, mais pour aller en réunion de 19 à 22 ans le jeudi soir, il n'y a pas. C'est dur de militer. Ça a compliqué mon rapport. Mais du coup, c'est vrai que je participe beaucoup moins aux discussions concrètes dans les assemblées et tout. Mais de ce que je vois, en réalité, je trouve qu'il se passe des choses plutôt intéressantes. Sous Hollande, c'était horrible, hein, parce qu'elle voulait toutes que l'État fasse tout, aille punir les méchants, leur donne tout, etc. Et là, finalement, avec un gouvernement qui s'est quand même vachement radicalisé dans l'antiféminisme, j'ai l'impression que ça a quand même replacé le mouvement d'un truc très antagoniste, plutôt bienvenu, quoi. Où, tu vois, sur la Palestine, quoi, ça a pas cédé. J'ai l'impression qu'il y a moins de demandes à l'État, il y a plus des demandes de compte, de rendu de compte, que de demandes où avant, j'avais vraiment j'analysais vraiment ça comme le féminisme qui demandait un peu d'être sous la tutelle de l'État répressif et protecteur, quoi. Il fallait aller punir les méchants et abriter, ouais. Et là, j'ai l'impression que le féminisme ces derniers mois est redevenu plus offensif face à l'État parce que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'être dupe de la bonne foi de l'État c'est là-dessus, pas François Hollande, quoi. Du coup, je trouve ça assez intéressant ce qui se passe en ce moment, mais j'ai l'impression que ça reste très dépendant d'un contexte très que l'angoisse, c'est pas contextuel. que avec le retour d'un gouvernement de gauche, éventuellement mélenchoniste, que justement mais comme tout le monde militant, en fait, se retrouve de nouveau à se placer de lui-même à la remorque. De l'État, quoi. Oui, sachant que la gauche, je veux dire, en termes d'imaginaire féministe, c'est zéro, quoi. Je dirais que même la France Insoumise, ça reste. Mais si c'est les Rosy, là, de attaque dans les manifestations. S'il te plaît, quoi. S'il te plaît. Non, mais tu vois, c'est compliqué, quoi. Tu vois, si c'est elles qui deviennent ministère des femmes, quoi. Ça me trigger de ouf. C'est une des choses qui m'a le plus trigger ces dernières années. Ah, tu m'y as fait penser, c'est horrible. C'est marrant parce que tu vois, t'as le truc. J'ai l'impression que aussi, moi, je me demande, parce que là, ça parle de Némésis dans le chat, j'allais en parler. Je me demande s'il n'y a pas du coup le clivage qui s'est recréé comme ça avec la tentative de captation du féminisme par l'extrême droite. Qu'il y ait peut-être eu un effet miroir de la gauche qui se ressemble, de dire oula, c'est peut-être qu'ils voient en elle ce qui a pu exister à gauche avant, ce truc de oula, peut-être que
ce racisme exacerbé d'un féminisme d'extrême droite, ça illustre un peu certains errements qu'il y a pu avoir il y a quelques années, tu vois, et que du coup on recrée ça, il y a un clivage qui s'est créé. Ouais, que finalement, si ça devient une face d'un féminisme, c'est un peu flippant. Ouais, c'est ça. C'est ton double maléfique, et du coup, t'as envie d'affirmer que non, c'est pas mon double, ça c'est pas l'autre côté du miroir, ça a rien à voir. Exactement, c'est ça. Du coup, merci Némésis. Non, mais en fait, c'est que dans un contexte de résurgence, enfin de montée de l'autoritarisme, du fascisme, etc., c'est plutôt rassurant finalement de voir que le mouvement féministe, qui dans un contexte SOSDEM se ramollit, et du coup, quand on a une SOSDEMerie qui se droitise sur les questions de racisme, ben ça y va aussi. Mais il y a, alors je sais pas si c'est des réflexes ou si ça vient de l'investissement d'une nouvelle génération, j'ai l'impression aussi que. En vrai, le renouvellement générationnel avec MeToo. Voilà, avec tu vois, par exemple, sur la notamment, question du voile, moi je vois zéro meuf de 15 ans aujourd'hui se dire que quand même le voile blablabla, tu vois, enfin, ou alors ce serait très minoritaire, alors que moi j'ai une là-dessus en fait résurgence un peu. En fait, moi je pense que ce que tu dis est vrai et que du coup il y a eu une victoire sur ce sujet-là, et du coup, comme à chaque fois, est en train de renaître en que une opposition à ça qui est cristallisée. Pour l'instant, ça vient pas forcément sur le voile et sur les pratiques, sur un truc de oui, bon, quand même, la religion, vous commencez à nous prendre la tête, et le communisme, le but c'est quand même que vous arrêtiez de faire ça, quoi, et que à la fin, les meufs, on va pas les obliger à se dévoiler maintenant, mais notre projet politique, c'est quand même qu'elle se dévoile à terme, tu vois. Il y a ce truc-là un peu, tu vois, et ce truc un peu, tu vois, la rhétorique, c'est ce que Wissam, il parlait, par exemple, sur des féministes qui, le voile n'est qu'un bout de tissu. Oui, tu vois, cette manière, cette manière de dire, bon, tu sais, ce truc de j'ai acquis le fait qu'il y a de l'islamophobie, que je vais arrêter de faire des injonctions aux meufs, mais ma manière de l'accepter, c'est de me dire que ce n'est qu'un bout de tissu. Et que du coup, si ce n'est qu'un bout de tissu, il pourrait très bien disparaître facilement. Tu vois, et que presque, tu sais, je le désacralise, je le désymbolise, parce que, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une acceptation sincère de la possibilité de la pratique religieuse, de la soumission à Dieu, de ça, tu vois, de ce truc qui est un truc conscient, tu vois, de ça, quoi. C'est un truc de tolérance, en fait. Voilà, c'est ça. Dans un contexte, on tolère les musulmans, mais on en revient à ce truc de tolérance. Mais ça rejoint que là, voilà, on a un féminisme, j'ai envie de dire, mais bon, je sais pas, je suis optimiste parce que j'y vais plus et ça me fatigue moins, alors du coup, je suis plus, oh, c'est cool, allez, j'aime bien. Peut-être que si je retournerais 2 heures en réunion, je serais à nouveau genre, mon Dieu, sauvez-moi de là, c'est possible. C'est le principe des réunions, c'est qu'on veut s'en mais partir. disons qu'il y a une praxis contextuelle qui va du bon côté, mais qui me semble pas ancrée à une théorie solide. Et en fait, c'est ça le danger. Sur des luttes ponctuelles où il y a un antagonisme très clair avec des ennemis définis, etc. Concrètement, ça va se ranger du bon côté et c'est déjà à saluer dans le contexte. Mais j'ai l'impression qu'il manque un appui un peu théorique solide à ça, ce qui du coup, dès qu'on essaye de radicaliser, dès qu'on propose un petit peu une radicalisation de ces positions, à savoir par exemple, on fait pas que tolérer les musulmanes et ne pas être islamophobe, mais on est aussi sincèrement content pour elles si elles sont musulmanes. Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est difficile, toi, parce que tu sens qu'il y a sous-entendu que j'accepte ça si ça n'est qu'un bout de tissu. Je pense qu'on revoit revenir une sorte de paternalisme de la gauche, en réalité, on a appris que la créature opprimée est opprimée et que je ne dois pas en rajouter, que je dois la défendre. Un rapport humanitaire. Mais malgré tout, un rapport humanitaire à l'islam, un rapport humanitaire. Mais qu'ils ont aux femmes, voilà, aux queer, tu vois, ça reste tout le temps sous l'angle des violences. Oui. En mode, on est pour, évidemment, on défend les LGBT face aux violences homophobes et transphobes, mais il n'y a pas du tout un rapport positif et révolutionnaire à la sexualité. On ne veut pas se laisser transformer par ça. Voilà. Et Mélenchon va pas dire il va pas remettre en cause des trucs là-dessus, même s'il est un peu ouvert et tout. Arrête, non, mais en ce moment, il commence à dire pas tout savoir, remarque. Je réalise que j'ai été construit comme un homme. Il se déconstruit en fait. Ouais, arrête. Non, mais là où je voulais en venir, parce que je suis pas d'accord avec toi sur Némésis. Enfin, je suis pas d'accord avec toi sur Némésis, mais parce qu'il y a en effet l'idée que Némésis c'est un peu le miroir inverse de ce que le mouvement féministe se voit, et voilà. Mais il y a aussi un truc qui m'agace énormément, c'est que maintenant, quand on parle du fémonationalisme, on n'en parle qu'au prisme de l'extrême droite. Alors qu'à la base, quand le fémonationalisme a été théorisé, t'ouvres Sarah Faris au nom des femmes, etc. Ça ouvre par une citation de Elisabeth Badinter, qui était adulée par la gauche, féministe de gauche, etc. Donc, et en fait, je pense que ça nous permet aussi facilement de mettre à distance ce truc-là en disant c'est l'extrême droite qui fait ça, nous sommes protecteurs, et donc ne pas
voir que rien que dans ce réflexe paternaliste et protecteur Bien se trouvent sûr. les ferments de ce qui a fait qu'en 2004, on a interdit le voile à l'école. Et donc, je pense que c'est un peu mon angoisse en ce moment, c'est que Ah, et que du Il- coup, on se dit c'est elle, pas nous. c'est ça. Et c'est qu'on se prenne ce retour Ouais. de bâton Moi, c'est pour ça, réactionnaire là, par ça, ouais. toute cette vibe sur le féminisme d'extrême droite, ça me saoule. Je n'ai pas envie qu'on en parle. À chaque fois, on me pose des questions là-dessus, je n'ai rien à dire, Alors, en tu fait. sais que des gens disent que c'est la nouvelle vague du féminisme. Ah oui, non, c'est la mais en cinquième fait, vague. La cinquième basta. On a, je veux dire, on a rien à en dire. C'est des fachottes de merde. Il n'y a pas à débattre de. Mais alors, quand même, est-ce que c'est un peu féministe? Enfin, je veux dire, il n'y a pas à débattre, il n'y a pas à discuter. Ouais. Et il n'y a même pas à parler de. Enfin, évidemment qu'elles incarnent une forme de fémonationalisme, mais c'est pas ça quand on Ouais. parle. Est-ce que c'est si Ouais. féministe que ça? C'est ça, Est-ce qu'elles en sont pas fait, juste je veux dire. nationalistes finalement? On n'est pas dans un. Il y a débat. Il y a débat, oui. Et toi, tu dirais presque arrêter de les appeler féministes, quoi. Genre, est-ce qu'on a. Alors là aussi c'est un truc compliqué parce que du coup c'est le débat de est-ce que tu considères que en fait le féminisme est un truc pur fondamentalement bien et donc dès Ça que ne pourrait des gens jamais en être font quelque d'extrême chose droite de ou quoi. pas bien c'est pas du féminisme parce que le féminisme il veut le bien de toutes ou est-ce que tu considères que en fait intrinsèquement le féminisme peut être porteur de contradictions etc. Donc voilà, Mais honnêtement moi, j'ai pas de perso, je me situe pas dans ce Moi, je suis débat. partisan perso de reconnaître leur féminisme, mais de le voir non pas comme notre némésis, justement, c'est-à-dire comme l'inverse total, mais comme un miroir déformant aussi de ce que le féminisme peut devenir. Et de peut ce être. qu'il a pu être aussi. Et de ce qu'il a pu être et de ce qu'il est un petit peu parfois en vrai, tu vois. Donc c'est. En fait, moi, toi, perso, parce que toi, mon- c'est ta take de ce que tu avais dire de arrêter de mettre à distance une part du féminisme est responsable de Némésis. Bah, Ne cachons pas derrière notre petit si doigt, la capi- gauche a créé le Si fémonationalisme le à la base. capitalisme Quoi. peut intégrer ses contradictions, pourquoi pas le fascisme Tu vois, enfin moi c'est vraiment mon avis sûr. là-dessus quoi. Bien sûr. Ouais. Et puis je pense qu'il y a eu toute une lecture culturelle des violences sexistes, y compris par la gauche, parce que la religion, c'est patriarcal. Et je veux dire, le glissement, il va très vite. Ouais. Il va très très vite. Il n'y a absolument pas. C'est là où tu vois qu'il y a nécessité d'une base théorique solide. Et autant faire de la théorie pas arrimée à une pratique, c'est débile. Mais on voit qu'une pratique a besoin de s'arrimer à une base théorique parce que sinon c'est risqué. Et moi, ça fait un moment que vous savez que j'ai été critiquée pour les positions que j'ai souvent sur le féminisme, Tu lutte crois contre les violences sexistes et sexuelles. Ah bah ça. T'as pas besoin de nous l'expliquer à nous. Oui. Mais parce que moi, je suis arrivée à ce sujet notamment par les questions sur le travail du sexe. Et alors, c'est des débats qu'on va pas refaire aujourd'hui. Et là, ça a été refermé. Je pense que tout le monde avait besoin que ce soit refermé un petit moment. Parce Comment que ça se fait Allez voir le gros Voilà. cerveau sur ma chaîne YouTube avec Sarah Marie Maffezoli et Thierry Schaffhauser où on parle de travail du sexe. Voilà. Si vous voulez le récap. C'était l'abolitionnisme était porté par la gauche, au nom de la gauche, et c'est au nom de la gauche que est menée, par exemple, la lutte contre la traite, telle qu'elle est formalisée aujourd'hui. Or, ce truc de lutte contre la traite, La traite sexuelle. Oui. pour Oui, la que les traite gens d'être humain. comprennent. Ouais. La traite d'être humain. je veux dire, repose sur deux piliers. Le premier, c'est que si on rend les conditions de travail trop confortables aux travailleuses du sexe en France, ça va créer un appel d'air, et c'est l'expression qui était tout le temps utilisée, ce truc d'appel d'air. Attention, si c'est trop cool d'être pute en France, on va en avoir plein qui vont arriver. Et du coup, le contrepoint, c'était qu'elles sont mieux chez elles. Et en fait, c'est toujours mieux pour une meuf, quelle que soit sa situation dans son pays d'origine, ce sera toujours mieux que de venir faire le tapin en France. Bah en fait, pas forcément. Eh oui, eh oui. Et peut-être qu'on peut faire confiance aux meufs qui savent ce qu'elles font. Et évidemment, les connards qui leur piquent les passeports, qui prennent des dettes, etc., c'est un Oui, parce problème. qu'en fait, Mais le problème, il n'est pas dans le fait que des nanas veulent migrer pour exercer le travail du sexe en France, en fait. C'est ça. Bah, c'est ce que nous Mais expliquait. le travail du sexe était un bon moyen d'être contre que des meufs viennent, quoi. Ouais, c'est ça. Globalement. Ouais, parce C'était que- Contre ça que serait des bien meufs qu'elles viennent viennent, pas. contre que des meufs étrangères traînent dans la rue, etc. Et contre des réseaux de migration organisés, quoi. Et, parce que quand- et quand tu regardes après et ça a été terrible, quand après tu as vu en Grèce les premiers cas de lutte contre l'immigration au nom de la lutte contre la traite. Et en fait, depuis toujours, ce truc de lutte contre la traite illégitime le contrôle des frontières, etc., etc. Et donc, tu voyais vraiment un argumentaire d'extrême droite, stop à l'appel d'air, luttons contre la migration, au nom du féminisme, parce qu'il
faudrait pas qu'elles viennent exploiter ici, quoi. Ouais. Et en fait, ça, c'était la gauche. Ouais, et ça, on a tendance à l'oublier. Bah c'est ça, mais en plus, parce que même le cadrage qu'on a par exemple sur la traite, pareil je vous renvoie au Gros Cerveau sur ma chaîne qui était très très bien, c'est que aussi des réseaux qu'on présente comme des réseaux uniquement en mode les méchants proxénètes qui font venir des femmes pour les prostituer, mais à la base avant d'être des réseaux de proxénétisme, c'est des réseaux de passeurs. C'est ça. Et en fait, pourquoi les femmes travaillent et pourquoi les femmes se retrouvent enchaînées, c'est parce qu'en fait, elles ont une dette migratoire, qu'elles n'ont pas de moyens de renégocier, qu'elles n'ont pas de moyens, etc. Et qu'en fait, simplement, tu annules toutes Mais les personne dettes. dit que t'as la l'esclavage moitié. sexuel n'existe pas. Mais les gens, il y a de l'esclavage en France. Oubliez 2 secondes qu'il y a du sexe dans leur travail Ouais. et pensez aux mecs qui font les vendanges et qui se font prendre leur passeport par leur patron le temps des vendanges, voire même plus. En France, c'est de la traite, d'êtres humains. C'est interdit par le code du travail, etc. Et normalement, tu devrais pouvoir les régulariser, mais comme c'est des étrangers, on ne veut pas leur donner de visa. Du coup, on va un petit peu oublier. Et puis, ça nous arrange bien finalement qu'ils soient étrangers parce que comme ça, on peut les exploiter, les payer moins cher. Et tu vois, et en fait, comme, pareil dans le BTP et tout. En fait, c'est la traite, bouquin, c'est de la traite. En fait. Il y a un bouquin dont j'ai fait une recension sur Contretemps, qui est le bouquin de Milena Jaksic, sur justement, elle a étudié comment ça se passe concrètement quand des meufs portent plainte en disant je suis victime de traite, etc. Et comment la pression qu'elles ont, parce qu'en fait, on considère toujours qu'elles sont pas vraiment victimes. Et du coup, il y a toujours cette suspicion sur le fait que, en fait, peut-être qu'elles n'étaient pas complètement pas d'accord pour se prostituer. Et en fait, il faut vraiment qu'elles prouvent qu'elles voulaient pas se prostituer. C'est vraiment à l'insu Parce de leur qu'en fait, plein gré, quoi. si elles voulaient se prostituer, mais qu'elles se sont fait voler leur passeport et tout, ça marche pas. Et du coup, t'as vraiment cette condition qui est mise de on t'aide si tu arrêtes le travail du sexe. Genre, on considère que t'as pas le droit, que en fait, tu ne peux pas décider C'est ça. de. Parce Et que c'est le, il y a c'est le parcours de sortie de la Ouais, mais prostitution. même Tu peux avant pas- ça. En fait, tu Ah, peux mais pas oui. aider des gens à sortir d'un rapport de traite, de proxénétisme, de trucs, si c'est pour retourner dans le travail du C'est sexe ça. indépendant Ouais. derrière, quoi. Tu peux pas. Donc là, on voit bien que là, il y a une injonction de c'est arrête que- ce Et travail il y a- immoral si voilà. tu veux Et pouvoir il y a arrêter de subir un le reste. quoi. témoignage absolument hallucinant d'une bénévole de l'Amicale du Nid, donc une association qui travaille pour réinsérer les prostituées, qui disait que elle suivait une meuf et qu'en fait justement la nana avait continué. En gros, elle portait plainte pour les papiers pour récupérer le fric qu'on lui avait volé, mais elle avait besoin de continuer à se faire du fric, elle continuait. Ouais. Et la meuf disait, moi, comme je savais qu'elle continuait, je l'ai dit et je lui ai dit, ils font pas lui donner de papier. Les gens, vous vous rendez compte, les gens Et c'est pas moi, je veux dire, c'est rapporté par Milena Jaksic, qui est sociologue au CNRS, dans son livre de témoignages, le nom du etc. Et donc, enfin voilà, c'est ça qui se passe concrètement aussi, quoi. Et c'est un peu le même débat, quoi, finalement. Ouais. Et d'ailleurs, le livre de Fortunati, c'est ça, l'arcane de la reproduction, famille, prostitution, etc. Tu vois, où on est dans les mêmes contradictions. Alors, je suis pas en train de dire que toutes les familles, c'est le. Mais je veux dire, fonctionnellement, dans ce que ça incarne comme contradiction dans le cadre d'un système capitaliste, il y a pas mal de points communs aussi, entre lieux d'extrême violence, mais aussi lieu qui peut permettre une résistance face à d'autres formes d'exploitation et de violence, etc., etc., quoi. Enfin, y a rien de très neuf là-dedans, mais. Mais c'est marrant, il y a quelqu'un dans le chat qui dit c'est comme la drogue, c'est uniquement si tu te sèvres, si tu fais ton sevrage et que tu touches plus jamais à ça qu'on va t'aider, Ouais. sinon t'es pas méritant, tu vois, Ouais. et on en reste dans ce truc de. c'est de pour mérite. c'est pour ça que les gens de gauche sont pas là-dedans, quoi. Genre, tu regardes à Sud, par exemple, le discours sur la drogue, il te demandait pas d'avoir envie d'arrêter de te droguer. Ouais. Tu devrais pas avoir envie d'arrêter de te droguer pour avoir accès aux soins. Ah oui. Mais de fait, t'as des gens. C'est que t'es usagé, donc t'as les- besoin de te support des parce que t'es usagé. Moi, j'ai vu des médecins pour ça, le truc de si tu n'as pas envie d'arrêter de te droguer et que tu garantis pas que tu détestes la drogue et que tu n'aimes plus ça, ils ont pas confiance en toi, quoi. C'est que t'as un interrogatoire de est-ce que ça y est, j'ai arrêté de me droguer, et même pour le reste, quoi. Moi, je me rappelle des trucs de vous voulez arrêter l'héroïne, mais tu fumes du shit. Bah, faut arrêter le shit en même temps, sinon je vois pas Ouais. l'intérêt des trucs, Ouais. tu vois, vraiment. T'es là en mode, mais attendez, là, moi, je veux déjà essayer d'arrêter le truc qui est en train de me tuer au premier degré, là, maintenant, mais genre, c'est. Oui. Mais c'est là que tu vois que tu as un rapport moral à ça, quoi. C'est que j'ai l'impression que sur le TDS, en fait, il est inacceptable d'aider une femme qui vend son corps parce que je trouve ça immoral. Du coup, si tu fais quelque chose d'immoral, tu sors de l'humanité et tu ne mérites plus
d'être aidé, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui disait, qui a demandé dans le chat, est-ce que tu te disais pro-sexe Je me suis dit au début quand j'ai un peu découvert ces débats, quoi, mais c'est plus le cas. Bah, parce que c'est pas une réponse. Toi, pour toi, c'est de se dire pro-sexe, ça suffit pas pour sortir de ce truc-là. Non, mais en fait, bon, faut comprendre que c'est un terme qui est historiquement très situé en réalité. Hein. C'est un terme qui a émergé dans le cadre des sex wars aux États-Unis, donc les batailles sur le porno et le travail du sexe, etc. Où tu avais vraiment deux camps, etc. Je pense que ça a eu du sens parce qu'on était théoriquement encore assez faible dans les années 2000 en France je crois que ça se là-dessus. basait aussi beaucoup sur. C'était plus des débats sur le sexe en soi et sur la façon de le faire. Parce que tu avais, au travers de la pornographie, parce que quand tu regardes Catherine McKinnon, quand elle donne ses définitions dans son bouquin, elle définit la pornographie comme. Le sexe. En fait, justement, elle définit sa définition de pornographie, c'est la mutilation, le viol, le fait en fait, des violences concrètes sur des femmes et se filmer, etc. Et elle va donner une autre définition ensuite de l'érotisme, qui est en fait le porno soft. Et en fait, que là-dedans, c'était vraiment un débat sur. Moral. C'était vraiment sur. Est-ce que j'ai le droit de me branler sur un truc kinky un peu sombre? C'est ça. Comment est-ce qu'on baise bien en tant que féministe? En fait, c'est ça la question. Et donc, qui se posait bien baiser, c'est du sexe hétéronormé, gentil, missionnaire, lumière éteinte. C'était un peu la critique des queers. Oui. Mais du coup, c'est pour ça, je pense que le concept de pro-sexe ou anti-sexe c'était là, parce que c'était vraiment sur le sexe que ça se posait. Oui, il y avait beaucoup sur les débats entre les Gwyn qui pratiquaient le BDSM ou qui prenaient entre des figures de butch et de femmes qui étaient accusées de reproduire l'hétérosexualité, etc. Donc, le débat revient en ce moment. C'est quoi le rapport temporel entre TikTok et Twitter? Est-ce que moi je suis pas trop sur TikTok? Moi j'ai l'impression que TikTok c'est étanche, ou est-ce que ce qui commence sur Twitter va finir sur TikTok? Tu peux le voir un petit peu, il y a un peu de ça, mais surtout TikTok. Ça a tendance à commencer sur TikTok, je trouve. Et en fait TikTok est hyper. Les gens ne sont pas formés politiquement et du coup ça réinvente la poudre. Et tu vois ce truc par exemple de les butch sont un peu des mecs et donc faut se méfier des butch. Et en fait, tout ce qui est masculin est violent. Mais ça, c'est l'exemple. Bon, il y a ce truc, de toute façon, chez les rats de femmes, depuis toujours. Ça, mais en fait, grande méfiance pour les mecs trans, etc. C'est ça. Mais tu vois, pareil, moi, je trouve l'exemple là de Abrecher, sa phrase de parce que elle, en gros, c'est une féministe qui a été accusée. Tu vois, elle, ça a été, tu sais, quand t'avais parlé du sport, là, le truc sur le foot, quand t'es une meuf, t'as le droit d'aller casser des vitrines. Elle, c'est celle qui a lancé la réaction féministe de la violence des hommes. En fait, il y a que des hommes qui cassent des vitrines, bref. Et beaucoup de gens lui sont tombés dessus. Elle a un peu voulu réfléchir et pour s'excuser, elle a fait un TikTok et elle a dit: les femmes blanches sont les hommes des femmes racisées. Tu vois, genre en gros, les femmes blanches, leur oppression contre les femmes racisées font en réalité d'elles des hommes, tu vois. Et tu vois vraiment que de l'oppression, du racisme, de la domination, une femme blanche, en fait, c'est un homme, quoi. Ça veut dire que c'est que t'es obligé de passer par le genre. Le racisme pour faire comprendre redevient le racisme, du genre. quoi. Ça veut dire que le racisme des femmes blanches redevient de la masculinité, car ce n'est que la masculinité, tu vois. Et des gens qui ont expliqué, mais enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, tu vois. Genre, il y a un PB, mais tu vois vraiment que et tu vois, ça, c'est du truc où tu sens que genre le travail sur les masculinités, la question de la masculinité à travers le queer, etc. Tu vois, il y a un truc où sur TikTok, il y a des gens qui écrivent premier degré, les hommes gays sont plus misogynes que les hommes hétéros. Ah bah il y a plein de trucs sur la misogynie des hommes gays. Oh là là. Tu vois, c'est un truc les hommes gays qui se genre au féminin. Qui disent leur chat. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Genre, tu sais, il y a vraiment ce truc-là. Et ça, tu vois que le débat ressort tout le temps. C'est ça. Est-ce qu'il faut cancel les hommes gays qui parlent d'eux au féminin? C'est ça, tu vois. Genre, alors qu'il y a plein de raisons de cancel les hommes gays, mais pas forcément celle-là. Imo, hein, mais bon, après ça, ils votent beaucoup. Ils votent FN. Ils votent FN beaucoup. Oui. Vous voulez pas les taper parce qu'ils votent RN plutôt? Enfin, je sais pas. Après, c'est mon avis, hein, mais. Voilà quoi, genre mais ça sur TikTok, tu vois, il y a un truc et tu vois que les gens en fait, genre c'est un truc et par exemple le mot Ouria sur TikTok mais c'est nucléaire dans les commentaires, tu vois. Ah ouais. Genre c'est plus vraiment que sur Twitter. Ouais, en fait je sais pas. En fait, c'est différent. En fait, je pense que les gens qui produisent du discours sont sur Twitter et du coup il y a un truc, moi j'en vois, il y en a un TikToker qui en plus il prend 10 000 pincettes, il essaye d'être un peu woke machin et de temps en temps il cite un peu PDH Ouria et dès qu'il cite PDH Ouria il est obligé de faire des TikTok d'excuses quoi, après il s'excuse pas, d'explication, d'explication, tu vois, et après il est là de non mais d'accord, peut-être qu'on peut avoir des critiques mais moi je trouve quand même que vous exagérez
machin, mais tu vois vraiment qu'il y a une formation militante sur TikTok que je trouve médiocre, quoi. Genre vraiment, c'est dur. Alors que moi, j'adore TikTok. Hein, mais après, cela dit, je suis pas d'accord que ce soit uniquement un truc de TikTok parce que le côté de réinventer un peu les sex wars, je pense qu'il y a un peu un retour de bâton parmi les meufs de la méta un peu libérale qu'on a pu avoir, on va dire, pré-Covid, de un peu les femmes trans sont des femmes et puis les TDS faut les défendre et puis machin, etc. Et ensuite, tu commences à avoir de plus en plus des espèces de retours de bâton parce que donc tu sais, t'avais la méta avec OnlyFans. Pardon, mais c'est quoi que t'appelles la méta? Ah pardon, c'est le... Votre féministe boumeuse préférée est de retour. La méta, c'est le zeitgeist. Non, le zeitgeist, c'est pire qu'Assante, c'est genre... Je sais pas, j'ai lu la théorie, peut-être que la ça m'a méta, plus parlé. C'est le contexte. Ouais, le contexte. C'est genre la méta, tu sais, c'est le truc un peu la mode. Le discours ambiant. Ouais, c'est le discours ambiant, ce qui est un peu... Ce qui est en gros... Ce qui est méta, ça veut dire ce qui se... C'est dans les jeux vidéo, c'est ce qui se joue en ce moment. Le paradigme actuel. Quel personnage tu joues en ce moment. Voilà, c'est ça. C'est dans quel cadre est pensée la chose actuellement. Tu vois, genre, il y a la méta TERF, la méta pro-trans, la méta abolo. Pratique comme moi. Voilà. C'est ça. Ah, c'est genre elle est dans la méta abolo. C'est-à-dire que son système de pensée, c'est celui des j'adore. abolos. Ok, je vais réutiliser ce concept. J'adore. Il est trop bien. Mais du coup, et oui, je pense que tu as eu un peu cette méta très libérale, mais qui était aussi alimentée par le féminisme libéral, un peu Instagram et tout. Et tu as de plus en plus eu de scandales, par exemple, autour de OnlyFans, où au début, quand il y a une grosse défense des meufs qui sont sur OnlyFans, en mode c'est leur corps, c'est leur choix, etc. Et après, une révélation de en fait, t'as quand même des proxos sur OnlyFans. En fait, t'as quand même. C'est marrant, ils arrivent à revenir. Et en fait, qu'il y a une telle. Comment dire. Mais c'est là où on voit que, en fait, c'était sur un truc contextuel et que c'était pas arrimé à une théorie solide. Exactement. Exactement. Et que, en fait, dès qu'il y a un truc qui vient troubler, parce qu'en fait, c'est fait en mode humanitaire moral. C'est ça. Et quand du coup, t'as un autre fait qui, d'un point de vue humanitaire et moral, va te dire. En fait, là, t'as raison, c'est là que c'est pire humainement. Tu vas retourner à oui parce qu'en fait si nanana et parce que tu n'arrives pas à avoir un cadre théorique qui te permet de rendre compte de manière satisfaisante des diversités et en fait de pas être bloqué parce qu'on t'oppose à un contrefait quoi. Ouais, en fait la contradiction détruit trop les choses, mais je pense aussi que c'est ça, c'est cet instinct à gauche des fois de ne pas supporter la faille, la contradiction, l'endroit, le gris, le truc, tu vois, l'ambivalence, le fait que tu vois qu'il y a toujours un truc qui coince, tu vois, mais moi je pense que on en revient à ce truc de l'injonction à la solution parfaite. Alors après moi j'avoue j'ai un côté un peu marxiste comme ça, très totalisante où j'aime bien pouvoir avoir un cadre théorique qui me permet de rendre compte de tout. Ouais, mais c'est le cadre. Ouais, mais justement le cadre théorique, mais ouais. justement moi je trouve que tu faisais une très bonne métaphore quand tu parlais du débat sur est-ce qu'il faut lire des non-marxistes, tu disais mais le seul moyen de lire des non-marxistes, c'est d'être marxiste. Comme ça, tu les lis et c'est ton logiciel marxiste qui prend ce qu'il faut prendre, digérer, qui remplit les trous, qui enlève ce qui est en trop parce que c'est un peu débile. Tu parles de ça, c'est sur Bourdieu. Bourdieu, c'est bien à lire quand t'es marxiste parce que tu vois là où il est nul et tu prends tout ce qu'il y a de bien à prendre chez lui, etc. Tu vois, et moi, je pense que ça devrait être ça. Sur OnlyFans, si tu le lis avec une lecture marxiste, je pense que comme c'est une plateforme capitaliste, dès le début, tu n'es pas surpris des défauts capitalistes de la plateforme, comment, vu que c'est une plateforme qui veut faire du fric, qu'il y ait des mecs qui puissent s'en servir pour être des proxénètes, que la plateforme protégera pas les meufs, ça ne sera jamais une surprise. Mais donc, tu vois genre, c'est ce truc donc pour moi, ça marche ton truc totalisant marxiste. Et justement, je pense que c'est cette formation-là qu'il n'y a pas. C'est que les meufs se sont dit, ah, mais OnlyFans, ça y est, on est indépendante. Et il n'y a pas eu de red flag, il n'y a pas eu de méfiance a priori. Et en fait, c'est a posteriori. Ben, du coup, a posteriori, même le côté bien d'OnlyFans, de meufs qui peuvent se faire de la maille en restant chez elles. Bah oui, en soi, c'est trop bien, OnlyFans. Voilà, c'est ça. J'ai arrêté il y a trop longtemps tout ça, sinon c'est ça. Bah oui, c'est ça. Mais ça, c'est le truc. Mais ça, c'est. Nous, on en parlait aussi beaucoup avec Moufette de ça, de ce truc, tu vois. Parce que avant, t'avais des structures de cam, etc. Mais c'était en fait beaucoup plus l'usine finalement. Ouais. Tu vois, avec des plateformes assez puissantes. Ou alors, tu faisais au contraire un truc très artisanal. Mais du coup, c'était à toi de construire toute l'infrastructure de sites, de plateformes de paiement, sachant que PayPal, par exemple, refuse d'être associé à des sites de cam, etc., etc. Et du coup, OnlyFans, comme souvent le capitalisme, arrive avec les moyens de production, et toi, t'as plus qu'à faire le prolétaire, ce qui peut revêtir un certain confort, entre guillemets, mais évidemment, le principe, en échange, tu es exploité. Après, ils se démerdent quand même pour remettre de la division du travail là-dedans, parce qu'en fait, c'est beaucoup venu, parce que t'as beaucoup d'influenceurs masculinistes qui ont commencé à donner des conseils de devenez manager OnlyFans. Bah oui, bien sûr.
sûr. Et en fait, parce que, oui, le truc chiant, c'est que OnlyFans, tu passes surtout beaucoup de temps en messages privés, individuels, etc. Et du coup, ils proposent du coup de refaire la division du travail en mode non, mais toi, tu fais les photos, toi, t'es le corps. Ouais. Et moi, je gère les messages pour toi, etc. Est-ce que des meufs, alors pour comprendre, ouais. c'est qu'il y a des meufs qui sont en demande de ça. Bah bien Oui. sûr. C'est que Mais c'est évidemment. ça que des fois les gens de gauche sont pas, c'est qu'il y a des meufs, avoir un mec qui gère la plateforme, qui poste et qui répond au fou du bus, qui leur parle, qui moi, permet c'est de bon. filtrer pour Bah avoir oui, et voir elle a avec quel juste client à tu faire vas. Voilà, la photo, le contenu. travail du sexe en fait. Voilà, c'est ça. Et pas, Et la pas la gestion logistique humaine. autour. C'est Et ça. c'est pareil dans l'escorting. T'as les gestionnaires qui te posent les annonces, les sites, etc., qui t'emmènent à tes rendez-vous, qui assurent la sécurité, etc. Oui, c'est du proxénétisme. Bah oui. Mais en fait, c'est comme dans tout travail, quoi. Ouais. T'as un niveau de service qui va l'accompagner, qui va être fait avec plus ou moins de coercition, plus ou moins d'exploitation. C'est ça, c'est que. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est que les discours moraux et les lois aujourd'hui permettent pas de faire la différence. Je veux dire, dans tous les métiers, on accepte une certaine dose d'exploitation. On va arrêter de faire comme si ailleurs on C'est ça. n'acceptait pas Et l'exploitation. l'exploitation est plus insupportable dans le travail du sexe. C'est ça qui est dit. Ouais, et du coup, dans le trait du sexe, la moindre exploitation, et s'il n'y a pas d'exploitation, on considère que tu t'exploites toi-même, donc ça va pas non plus. Alors qu'en fait, beaucoup de TDS vont te dire, moi par exemple, si, je veux dire, ça me va de filer des thunes à un gars pour qu'il fasse ça et ça comme tâche que j'ai grave pas envie de faire. Mais surtout, dans ce cas, c'est mon employé. Et en fait, l'inverse, c'est que C'est du coup, ça. en fait, c'est là que, où c'est que des les chiens, masculinistes, là où c'est ils sont qu'ils prennent malins, la c'est que thune, comme voilà. c'est ça, c'est qu'en fait, comme c'est quelque chose qui est réprouvé moralement, qui est borderline interdit dans certains endroits, etc. Vu que t'as une organisation patriarcale, Exactement. etc. Du coup, ils quoi. se mettent dans une situation de patron, alors que dans n'importe quelle autre boîte, ce seraient les employés. Ouais. Mais du coup, au lieu de former les meufs de manière syndicale pour dire comment en fait vous organisez pour reprendre le pouvoir sur votre travail, pour pouvoir embaucher des gens qui vont faire ce truc logistique ou travailler de manière coopérative, etc. Ah non, faut absolument que vous fassiez autre chose. Autre chose quoi, tu vois. Ouais, alors que faisons des organisations socialistes pour gérer des comptes OnlyFans, quoi. Et faire de la maille et socialiser. C'est pas moi qui l'ai dit. Après nous mais en C'est pas fait, sur moi qu'il faut mettre la sauce. ça serait le Zawaprod du cul. Hein. Nous, c'est exactement ce qu'on fait. Hein. Nous, on sert d'une plateforme capitaliste Twitch, des revenus qu'elle peut générer pour socialiser les moyens de production au service de gens qui n'en ont pas les moyens, quoi. Et c'est comme ça que Wissam, les émissions qu'il fait, si on n'est pas plein à faire de l'argent, on peut pas mutualiser cette thune pour avoir accès à des locaux, accès au matos, ce qui permet à Wissam de faire des émissions ou à nous ou à trucs, tu vois. Genre nous, c'est vraiment cette théorie. Ça, moi, c'est vraiment. En plus, je dis socialiser en mode comics, moi, ça vient de l'autogestion. C'est les leçons que j'ai appris en squat, quoi. C'est qu'en fait, des gens, une personne ne peut pas acheter une imprimante 3D, mais si t'as 7 artistes qui font pas beaucoup de thunes, ils achètent une imprimante et tout le monde s'en sert. Qui me paraît être un truc, tu sais, qui est même pas de la vision politique. Et nous, c'est la théorie qu'on a eue par rapport à Twitch. On en revient aussi à la famille. Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi chaque famille doit acheter son petit lave-linge et son petit lave-vaisselle, pas très performant en réalité. Et Federici parle très bien de ça, de comment en fait le progrès technologique est absolument pas rentré dans les foyers. Je veux dire, on a gagné une machine à laver, un grille-pain, des trucs absolument pas performants en fait. Or, tu pourrais penser ces trucs-là de cuisine, etc. de manière collective. Et là, ça permettrait vraiment aux meufs de décharger du temps de travail, etc. Tu vois. Mais voilà, c'est chacun sa responsabilité, chacun sa famille, chacun son repas, et on en etc. revient à l'urbanisme. Ça veut dire que si tu avais des lieux de collectivité avec plutôt que d'avoir chacun un espace pour mettre une machine à laver de merde, tu pourrais avoir un lieu dans l'immeuble avec du matos pro énorme. Avec des ouf machines à laver. Ouais, c'est ça. Mais moi, ceux qui le font, on avait vu un docu. Le problème, c'est qu'on en revient au privilège. Alors non, il y a 2 versions. C'est que moi, j'ai vu des versions bobo. Oui. Bobo vert où t'as des familles de bourgeois qui ouais. se retrouvent tous dans des apparts où ils sont tous graphistes, dans la com, profs bien payés, machin, etc. Et puis il y a nous qui allons au pressing en bas. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu vois, et t'as la version bourgeoise aussi, où beaucoup d'appartements de standing, notamment aux États-Unis, sont conçus avec le portier. En fait, des services dans l'immeuble. Putain, du coup, j'ai le mot lavoir dans la tête. Le lavoir collectif. La machine à laver. La machine à laver, oui. Le lavoir. Non, mais il disait le techno-lavoir, je trouvais ça marrant comme comparaison. Mais voilà, un endroit collectif avec une machine à laver, parfois même un service à la personne individuelle qui va récupérer et te laver tes trucs pour toi, etc. Donc voilà, une délégation, généralement avec des femmes précaires, oui, racisées, voilà. Donc en fait, c'est que t'as aussi la version. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on on a l'abolition de la famille. Ça, c'est ça l'abolition de la famille. Capitaliste de la famille, c'est ça aussi. C'est sur ces grands trucs qui sont que pour les riches. Et même parfois, t'as une piscine commune et parfois, si t'es suffisamment riche. Moi, c'était
en Argentine quand je cherchais des appartes où t'avais des offres d'appart qui étaient typiquement comme ça, où t'avais toutes les trucs communes, etc. J'étais en mode, mais attends, mais ça existe. Bah, Pour moi, c'est, t'as chacun plus a besoin son de sortir en fait. Tu Ouais, c'est fais ça. famille, puis t'organises ta fête des voisins. Exactement. Et puis... Ouais, là tu reviens à la terreur de la fête des voisins. Moi, c'est ça aussi le problème. La En terreur. fait, moi, c'est ça, c'est que t'es trop là où- misanthrope. Mais moi, là où le capitalisme m'a eu, c'est qu'il m'a offert les moyens d'avoir le moins possible à communiquer avec des gens que j'aime pas. Et que moi, qui a un truc, un privilège, si tu me le donnes, je vais vraiment avoir envie de l'utiliser jusqu'au bout. Et ça voudrait dire que. Du coup, est-ce que t'aimes bien l'option Uber pour ne pas parler Bah au ouais, chauffeur ouais, de Uber fou. Bah, genre, non, c'est pas vrai. Je fais là. Non, c'est pas vrai. En plus, moi, j'utilise taxi. Je suis un gauchiste. Oui, je veux pas utiliser la plateforme Bah, Uber. bon, j'essaie de Moi, ça, par quand même. exemple, j'avais vu ce truc-là défendu au nom de la lutte contre le validisme. Oh là là. Ah oui. Et moi, je savais même pas qu'il y avait cette option de toute façon. Nous, la vérité, c'est que là où on habite, les Uber nous prennent pas parce qu'ils ont personne, vu que c'est un trou perdu, ils ont personne à reprendre chez nous. Oui. Et du coup, comprends, les taxis du coup, comme nous, ça, on ils est sont que sous obligés. taxi, etc. Mais ça, c'est le truc sur le truc Uber, tu le vois sur la coercition, sur ça, sur le truc avec le validisme aussi, le truc de les chauffeurs Uber, ils sont vachement problématiques parce que c'est quand même beaucoup des Noirs et des Arabes. Le nombre mecs de fois, noirs des et mecs, arabes. le nombre de fois où j'ai vu, il y avait eu ce débat-là, il y a une époque de meufs bien bourges qui font virer des mecs de plateforme parce qu'ils leur ont demandé leur numéro. T'es en mode, ouah, le clash entre le patriarcat, la réalité que la meuf, elle se fait casser les couilles par son chauffeur Uber, c'est indéniable, le mec lui a cassé les couilles. Et en même temps, elle a le pouvoir de lui retirer son seul moyen de subsistance. Ouais. Et c'est là que tu vois à quel point le capitalisme a créé une irréconciliabilité entre des gens, tu vois, genre, tu vois, et c'est ça. Et moi, je pense ça, la gauche n'aime pas ce genre de situation avec deux dominations qui s'affrontent et qui sont, tu Bah, vois, genre un truc. J'ai l'impression que la gauche est obsédée par Bah, le fait de la, dire... la gauche, pour moi, a choisi le camp de la meuf, là. hein. Ah bah oui, de Ouais. fou, oui. Oui, c'est vrai. Non, mais, La pour gauche, elle- oui. La mais, gauche, mais oui, parce oui, que tu c'est sais, t'as clair. ce truc dans le La mar- gauche en dans- France, c'est clair qu'elle a choisi le camp de la meuf. Dans le marxisme en gros, la révolution, c'est la résolution des contradictions du capitalisme, etc. Et du coup, je pense que la gauche est obsédée par le fait de résoudre les contradictions, alors qu'en fait, parfois, juste, elles sont là et t'es obligé de vivre avec. Bah quoi. ouais. Et je pense que c'est aussi Ouais. ça qui crée, surtout sur le sujet de la famille, mais sur plein d'autres, cette espèce de tension et presque d'irréconciliabilité, pour reprendre ton terme. C'est que, bah, en fait, on a du mal avec les contradictions, quoi. Mais pour conclure sur elle est belle cette gauche intersectionnelle, parce qu'intersectionnelle c'est un concept de merde, mais bref. Oui. Bref, allez lire, il y a eu un article qui est sorti sur Trou Noir là. Ouais, Sur Ouais, l'intersectionnalité de Rachida de Data. Rachida Data, Il ouais. est super, Qui est- super, il est- super. Il est vraiment bien, il est pas mal l'article. Presque, moi je dirais pour faire mon connard, il est un peu race first, tu vois, ça reproche d'être féministe first et ça dit faut être race Attends, first. je vais faire mon connard à mon tour. Moi, la classe. Je vais faire mon connard à mon tour. Je trouve que il est trop internet et ça manque d'un truc de bon, l'intersectionnalité. Oh là là, ah mais toi t'es, c'est pas Moi, assez j'en définis- l'article- J'ai besoin de l'article est définition non mais et attendez de les gens. savoir de quoi. L'article est ultra intello Non, et il est Cassandre a super, dit il c'est est pas assez super, intello. Non, il non, est il est bien. super. Allez sur Trou Noir, vous pouvez trouver sur Insta, vous Trou Noir, écrivez Trou Noir. c'est super. Lisez les autres Ouais. choses de Trou Noir aussi. Ouais, Trou Noir, et ouais. l'article est très cool pour les. Et Les sur débats Trou de Noir, d'ailleurs, vous l'intersectionnalité. aurez Ah bah voilà, plusieurs vous l'avez. articles sur l'abolition de la famille. Exact. Parce Voilà. que on en parlait tout à l'heure, il y a une recette pour abolir la famille sur Trou Noir. Il y c'est a, vrai. oui, parce qu'il y a les articles de O'Brien et elle donne un mode d'emploi, je crois, en 15 étapes Oui. pour abolir la famille. Incroyable, trop bien. Là, on vulgarise un peu, on réagit par rapport à un débat, mais je veux dire, des livres, il y a Sophie Lewis, Ouais, qui c'est est bien, c'est ce que absolument je veux dire, géniale. des Sophie Lewis, c'est génial. Alors, c'est un peu cyborg techno-féminisme, Oui. mais en vrai, on a besoin de ça déjà, des fois, parce que ça nous redonne un peu d'imaginaire utopique, ça nourrit un peu nos imaginaires gauchistes rabougris. Et Sophie Lewis, je crois qu'il est sorti en français. quoi le nom Le du titre en bouquin anglais, c'était Féminisme gets. Ouais. Full Surrogacy Now, et puis après elle a écrit Oui. Abolish the... Moi, celui que j'ai lu, Pour en finir avec la famille. ouais, j'avais fait un entretien avec elle pour ACTA. Elle est partie de la GPA, parce qu'elle aime bien se faciliter la vie aussi. Ah ouais, elle a pris le débat bien compliqué. Ah ouais. Mais bah en vrai, quand tu lis, enfin moi ça m'avait. Tu l'as lu? Non, mais en fait j'avais lu Shulamit Firestone. Et Ouais, j'étais- elle en parle pas mal. Bah de fou, mais j'étais assez surpris de voir parce que j'imaginais pas que. Enfin, j'avais pas trop mes dates en tête aussi, mais Avec du j'imaginais dessin pas de Louis que. Bourgeois, je trouve ça très à propos. Oui, trop Pardon. stylé. Mais j'imaginais pas que dans les années 60, le féminisme radical, dans le sens du féminisme socialiste, etc., c'était de dire bah demain on aura des utérus artificiels et on sera enfin libre, quoi. Ouais. Et genre, Bah, j'étais en mode, oui, en fait, et qui permet d'avoir une réflexion différente sur la GPA, sur la PMA, etc., et de voir aussi comment l'émancipation du destin biologique
parce que c'était un truc qui me faisait réfléchir par rapport au féminisme, Beauvoir, etc. Parce que je voyais beaucoup d'articles, notamment sur France Culture à la période, qui sortaient de, en gros, l'idée que les sociétés d'avant n'étaient pas patriarcales et de revenir un peu à une espèce de, d'archéologie naturelle des sociétés humaines et que quelque part, le patriarcat était un accident regrettable et violent de notre société. Et genre, j'avais un peu un truc de... Ouais, mais et si c'était pas le cas? Et si le féminisme était en effet un accident de la modernité qui n'était pas biologiquement décidé dans nos sociétés, etc. Et alors? Parce que le problème qu'on me posait quand je disais ah non mais du coup imaginez les utérus artificiels comme ça, tu sais à la Firestone en mode comme ça, le destin biologique on n'en dépend plus, etc. Le féminisme cyborg, on nous dirait ouais mais du coup ça veut dire que tu acceptes que le patriarcat est naturel. Bah peut-être. Bah, et si c'était le cas? Voilà, tu sais peut-être. t'as presque un truc de le manifeste xénoféministe qui a été publié par Entre Monde aussi, mais je pense qu'on peut trouver facilement, où il y a cette phrase si la nature est injuste, faut changer la nature quoi. Enfin, oui, c'est ça. En fait, peut-être que disserter pour savoir si, de manière pure, oui, c'est Noémie, l'humanité serait patriarcale ou pas, peut-être qu'on s'en fiche. Oui. Peut-être qu'il faut juste prendre acte de la société dans laquelle on est, des moyens qu'on a pour résoudre les contradictions et pour permettre la justice, l'émancipation de tous et toutes. Et voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, de fou. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller trouver une origine biologique de l'égalité. Ou de dire qu'au contraire, il n'y a pas d'origine biologique et donc tout ça. Oui, on peut. Oui. On peut, mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'attendre que ce travail soit fait. Ouais. Mais c'est beaucoup un débat qui revient sur le thème de la transidentité. Parce qu'il y a une réalité objective qui a toujours eu des faits trans partout dans l'histoire humaine, etc. Mais même s'il y a un moment où le fait trans est apparu, là où avant, dans nos grottes, il n'y avait pas de trans, etc., et que même si, tu sais, parce que souvent l'argument des TERF, c'est de dire ouais, mais du coup, vous avez besoin de vos hormones et comment ils faisaient les trans avant, du coup, c'est pas très naturel parce que vous modifiez vos corps, etc. Et un peu un truc de. Et moi, c'est vraiment en lisant le féminisme plus cyborg, etc., plus un peu plus cyberpunk, en mode de oui, mais et alors on a ça, du coup, c'est cool. Ouais, genre, je veux dire, pourquoi il faudrait. Tu vas pas renier ton iPhone, je vais pas renier ma testo, en fait. Et il y a un truc qui sent pas bon, quoi, là-dedans. Il y a un truc un peu naturaliste, tradwife bizarre que. Ouais. Du coup, oui, moi je voulais conclure sur. Oui, pardon, vas-y. Oui, T'as relancé le truc. Pardon, désolé. Mais parce que c'était intéressant. Oui. Parce qu'il aime bien les cyborgs. C'est ça. Et de même que tous les trucs de Preciado sur la prothèse, etc. Tu vois, en fait, ces trucs, ils ont été pensés de manière qui permet vachement de dépasser. Mais j'ai l'impression que Twitter est pas prêt, quoi, tu vois, pour parler de c'est qu'en prothèse fait, et de parce que pour y revenir, tout ce qui sous-entendrait que peut-être la droite a raison quand elle revendique son ancrage dans la nature et la biologie, est à dégager, parce qu'on n'arrive pas à sortir finalement de ce destin archéologique en fait. Alors que pourquoi, en fait, on devrait être capable de dire qu'en fait, même si c'est le cas, on est capable de proposer une politique de gauche à partir de ça en fait. Même si la nature est fondamentalement de droite, on peut en faire un truc. Qu'est-ce qu'on fait quand on est de gauche alors que la nature est de droite, tu vois on peut faire quelque chose. On lui nique sa mère à la nature. Allez hop. Moi, je pense que c'est bien. On a pas mal parlé du sujet de la famille. On a même ouvert après sur le féminisme actuel, etc. C'est cool. Mais pour faire une petite conclusion YouTube sur la famille, moi, j'ai l'impression que quand même, à un moment donné, créons des revendications sur le sujet, permettons d'ouvrir le sujet politiquement et plutôt que d'aller chercher des poux à qui est encore trop rétrograde, etc. Construisons des idées, des alternatives et réfléchissons politiquement plus profondément et sortons des incantations permanentes sur le sujet, quoi. Et ayons de l'empathie sur les personnes qui ont encore besoin des fois. Voilà, quoi.